qui n'avait pas besoin de présentation, ce qui est vrai. Mais je tiens quand même à le présenter, d'abord parce que c'est un plaisir, un honneur pour moi. C'est un ami de mon père, de ma famille. Et je lui dois beaucoup. Et la Roumanie. Et la Roumanie. Et je lui dois beaucoup parce que il a écrit sur le communisme comme personne d'autre. En ce qui me concerne, c'est mon avis personnel. Il a compris le communisme, le totalitarisme, la mémoire du communisme, des victimes. D'ailleurs, il y a un des tomes de l'histoire mondiale du communisme qui s'intitule le troisième, Les victimes. Et il a écrit aussi beaucoup de livres sur l'influence du communisme en France, sur les intellectuels et politiques, du KGB et autres. Alors, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de vente de livres. Là aussi, il m'a dit dans un mail qu'il ne voulait pas vendre sa crèmerie. Exactement. Moi, je vends la mienne quand même, parce que je suis directeur de l'IREF, et je vous invite à vous abonner à la lettre de l'IREF, au journal de Liberté, à nous faire un don, bien sûr, parce qu'on vit de ça. Donc, je vends ma crèmerie, je profite de vous. Mais vous pouvez acheter ces livres en ligne, dans les librairies. Le dernier est encore dans les librairies. Je mentionne juste deux, celui sur Poutine, Prémonitoire 2008, oui. Et celui sur la Chine aussi, 2009. Non, c'est 2007. 2007, pardon. 2009, c'est en poche Poutine. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Donc 2007, la Chine, 2009, Poutine, le système Poutine. Prémonitoire, tout ce qui se passe aujourd'hui, il a bien vu. Tout ce qu'il écrit, il est publié dans le Figaro régulièrement. Vous êtes sur LCI le mardi et le jeudi, je crois. Oui, mardi matin. J'étais à ce midi, ceux qui suivent LCI. Voilà, donc, c'est pour ça que ça... Si on l'avait écouté avant, ceux qui ne l'ont pas écouté avant, on aurait compris ce qui se passe aujourd'hui. Voilà Thierry, merci d'être là. On va essayer de faire une leçon de rattrapage. Voilà. On va une quarantaine de minutes, 45 minutes, voilà. Oui, ça va être dur parce que je suis très bavard, mais enfin, voilà, je veux qu'il y ait des questions surtout. Et des questions après. Oui, des questions après, parce qu'il y aura forcément des questions, je le sais, parce que cette situation exceptionnelle, évidemment, intéresse tout le monde, compte tenu que l'avenir du monde est en partie en jeu, en train de se passer, j'y reviendrai. Bon, alors, d'abord, je voudrais remercier mes amis libéraux, si je puis dire, permettez que je le dise, même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux, je veux le dire. Sur certains aspects, je suis plus à gauche qu'eux. Donc, enfin bon, je les aime beaucoup et je suis très content de pouvoir m'exprimer dans cet aéropage, si je puis dire. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je voudrais faire une petite autocritique. Vous voyez, j'ai mis d'ailleurs un petit col Mao. Une autocritique. Vous voulez que je parle plus fort? Ah bon, parce que je parle fort, d'accord. Ah d'accord, ok. Donc une autocritique, je m'explique. J'ai donc écrit ce livre dont a parlé Nicolas concernant Poutine, qui est paru donc en 2008. Et puis j'avoue que j'ai un peu abandonné le camarade Poutine parce que je suis parti dans autre chose, qui était mon histoire mondiale du communisme après 10 ans de travail. Donc j'avais perdu un peu, je n'ai pas perdu parce que j'étais sur le terrain même, si je puis dire, mais j'ai perdu le personnage. Et j'avoue que le retrouvant aujourd'hui, je suis même quelquefois surpris, je dois dire, par ses comportements que j'avais anticipé, parce qu'il se trouve qu'avant de venir là, j'ai feuilleté un peu mon livre sur Poutine pour me rafraîchir un peu la mémoire, et je me dis que j'avais vu un certain nombre de choses qui étaient assez justes quand même, et que donc tout ça est évidemment prévisible. Alors, c'est de ça que je vais vous parler, de cette... on a prévu en 3 tomes, en trois entrées, si je puis dire, comment en est-on arrivé là. Donc je commencerai par là. Alors, je voudrais vous citer une phrase d'un philosophe espagnol que je n'ai pas besoin de présenter ici dans cette assemblée, parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est Ortega y Gasset, hein, qui dit, Ortega y Gasset, si vous voulez comprendre notre époque, votre époque, regardez-la de loin. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai appris en tant que... Je ne suis pas historien de formation, soyons clairs, je suis journaliste, mais je me suis intéressé à l'histoire, et ma matière aujourd'hui c'est l'histoire, je dois dire. Et plus je veux comprendre le présent, plus je regarde l'histoire pour essayer de comprendre les permanences des choses. Donc, si on veut comprendre la situation d'aujourd'hui, on pourrait monter à 17, soyons clairs, hein, mais là on sera là encore demain matin. On peut surtout remonter à 1945, hein, à la victoire contre le nazisme à Yalta, et au partage de Yalta, et à l'occupation par les soviétiques de l'Europe centrale et orientale. Mais je vais remonter encore un peu vers nous, parce que sinon on sera encore là jusqu'à minuit. Et donc je vais commencer avec Gorbatchev, parce que c'est assez intéressant ce qui s'est passé. Il s'est passé, quand je prends Gorbatchev, je prends l'ensemble des choses. Je prends à la fois ce qui s'est passé en Russie,
en Union soviétique à l'époque, et à la fois aussi ce qui s'est passé dans les pays d'Europe centrale et orientale qui se sont libérés d'eux-mêmes du communisme. Donc, il y a un ensemble de choses, et je pense qu'une des responsabilités que nous avons eues, vous verrez que je serai assez critique sur l'attitude des Occidentaux par rapport à ce qui se passe, parce que je pense que nous sommes en partie, je ne dis pas totalement, mais en partie responsables de la situation actuelle par rapport aux prétentions poutiniennes, etc., et à ce qui se passe, par notre faiblesse, par notre cupidité, par notre aveuglement, par notre complicité idéologique aussi très importante. Et donc, ceci explique que ça a produit quelque part Poutine. Je ne dis pas que c'est évidemment, soyons clairs, je ne dis pas que c'est évidemment l'explication totale, mais ça rentre en ligne de compte, et souvent, je dois dire, c'est un peu oublié parce que c'est pas très à l'honneur de nos dirigeants, de nos démocraties, de nos intellectuels, de nous-mêmes, soyons clairs, je ne m'exclus pas forcément de ça. Donc voilà, la preuve c'est que je vous ai dit que j'avais un peu abandonné le camarade Poutine en 2008 et que je le retrouve en train de faire la guerre en Ukraine en 2022. Donc, sur Gorbatchev, je vais être très rapide, mais pour comprendre un peu la situation, sur Gorbatchev et, encore une fois, la libération des pays d'Europe centrale et orientale, d'abord, vous ne le savez pas, mais je vous conseille vivement de lire, vous voyez, je ne veux pas citer un de mes livres, donc j'ai cité le livre d'une historienne que j'aime beaucoup, et on en parlait juste avant cette petite conférence avec Jean-Philippe Delsol, c'est François Stomm. François Stomm a écrit, je ne parle pas de son livre sur le poutinisme, je parle de son livre qui est avant le poutinisme, qui s'appelle La marche au rebours, que j'ai lu, je ne l'avais pas lu, à vrai dire, récemment, et j'ai pas tout lu parce que je ne vais pas remonter à 17, c'est pas ce qui m'intéressait, mais j'ai lu les 40 dernières années, et j'avoue qu'elle m'a appris beaucoup de choses que j'ignorais, pas que j'ignorais, mais je ne savais pas, parce qu'elle avait accès à des archives que j'avais pas, etc. Bon, moi. Et donc j'ai vu, mais c'est déjà un peu dans mon histoire mondiale ça, je dois dire, mais là je pense qu'elle accentue beaucoup sur ce côté-là. J'ai vu combien les dirigeants occidentaux ont été, non, je dirais plus que timides, ont été d'une lâcheté quelque part incroyable en ce qui concerne la libération des pays d'Europe centrale et orientale. Bush, notre fameux Bush, pas celui, pas le fils, le père, je veux dire, pas le fils. Bush faisant la tournée des popotes en disant il faut calmer le jeu, et disant aux oppositions vous ne savez pas prendre le pouvoir maintenant, etc., il ne faut pas le faire. Bon, bref. Concernant Gorbatchev, vous le savez très bien, il y a eu une certaine Gorbimania ici, qui a été gigantesque. Moi, j'en ai beaucoup souffert, je ne vous le cache pas à cette époque-là, parce que je n'ai jamais été un partisan de Gorbatchev, loin de là même. Parce que, comme vous le savez, Gorbatchev avait pour objectif de réformer le système. Et donc, il avait, la seule possibilité qu'il avait pour réformer le système, c'était d'obtenir de l'argent des Occidentaux. Les seuls qui ont l'argent, c'est les Occidentaux. Donc, il est parti dans une politique de séduction vis-à-vis des Occidentaux, qui a fort bien marché, d'ailleurs, particulièrement chez certains dirigeants sociodémocrates. Je pense à François Mitterrand, par exemple, qui lui a été véritablement un complice, je dirais, de Gorbatchev, parce qu'il y avait une espèce de pensée, je dirais, social-démocrate, à travers la maison commune, qui était un des arguments, un des mots d'ordre de Gorbatchev, une espèce de construction européenne dans laquelle il y aurait du social, du capitalisme, ça plaisait beaucoup à Mitterrand, ça. Et donc, et à d'autres d'ailleurs, parce que les Allemands n'étaient pas non plus à la traîne dans cette affaire-là, même s'il y avait évidemment le problème de la réunification allemande. Bon, tout ça pour dire quand même que ça a beaucoup freiné ces attitudes, cette frilosité, cette complicité quelquefois vis-à-vis de Gorbatchev, a freiné ce que je dirais la libération des peuples d'Europe centrale et orientale et de Russie. Et je pense que nous en payons aujourd'hui en partie le prix. Parce que si nous avions laissé faire l'histoire, si nous avions laissé faire les peuples, alors je sais bien que tout le monde a très peur des peuples, parce que les peuples ça ne se dirige pas, c'est comme ça, si nous avions laissé faire la libération, je pense que nous ne serions pas là, parce qu'il y a eu des... Ah non, je parle très fort là, je ne peux pas parler plus fort, ou alors vous donnez un mégaphone, parce que franchement je pense que je parle fort, non? Oui, oui. Bah, bon, vous entendez au fond là? Ouais, ça va. Sinon il faut s'approcher. Oui. Il reste des places là. Il reste des places. Donc pour dire que... qu'il y a eu donc cette complicité, et que sans cette complicité, je pense que ces pays auraient été plus libérés. J'en prends pour preuve ce qui s'est passé ensuite, parce que c'est la suite en vérité. Il faut expliquer une chose que je voudrais quand même, sur laquelle je voudrais insister, c'est que les États, bon, il faut que vous sachiez que je suis très anti-étatique, donc évidemment je ne vais pas vous dire du bien des États. Et donc la géopolitique en général, c'est pas tout à fait ce que j'aime, la façon dont elle est dirigée par les États en général. Les États évidemment aiment l'ordre et aiment l'ordre installé.
Ils détestent le désordre, parce que le désordre, on ne sait pas où on va. Hein. Donc il y avait aussi dans cette volonté de freiner les libérations d'Europe centrale et orientale et d'aider Gorbatchev, d'essayer de calmer les choses et surtout de contrôler une situation qui est peut-être allée à des révolutions populaires, etc. Et ça, personne n'en voulait, que ce soit à l'Élysée ou à la Maison-Blanche ou au Bundestag ou partout ailleurs dans les pays civilisés, si je puis dire, en tout cas dans les démocraties. Donc tout ça a joué, et ce qui fait que lorsque ces pays se sont libérés, eh bien, on les a freinés aussi dans un autre aspect, et ça c'est très important, parce que ça permet de comprendre pourquoi Poutine arrive, et pourquoi nous avons aujourd'hui la Chine aussi dans cet état-là, parce qu'en tout cas, moi, pour moi, c'est l'origine du mal, si je puis dire. Les Occidentaux n'ont pas encouragé, et ont même en vérité mis des freins, à ce qui s'appelait la lustration. C'est-à-dire, dans les pays qui ont été libérés du communisme, on a très peu retiré les fonctionnaires qui étaient en place, etc. On a eu très peur. Alors, certains disaient la chasse aux sorcières en faisant référence à McCarthy, ce qui me fait rire, parce que ça n'avait rien à voir, évidemment. Et donc, cette lustration a très peu été faite, ce qui fait que l'ancienne nomenclatura s'est reconvertie et a pris en partie le pouvoir. C'est vrai dans beaucoup de pays. Et alors, le pire de tout, en vérité, je dois dire, c'est que cette nomenclatura, ces partis communistes ont changé de nom du jour au lendemain, à tel point que notre parti communiste français, il faut le mettre sous cloche, parce qu'il est presque seul à s'appeler encore comme ça. Hein. Donc ils ont changé le nom du jour au lendemain, ils sont du Parti social-démocrate, et la grande responsabilité des socialistes de la deuxième internationale, ça je trouve que c'est une erreur gigantesque qu'ils ont fait, hein, c'est d'avoir accepté ces partis sans épuration, sans rien. C'est-à-dire que ceux qui étaient communistes sont devenus sociodémocrates comme ça, ils sont adhérés à la deuxième internationale, ce qui est assez terrible dans le sens quand on connaît l'histoire, parce que les premières victimes des communistes, ça a toujours été les socialistes. Hein, toujours. Hein, parce que c'était le cousin germain. Il fallait éliminer le cousin germain, c'était celui qui pouvait éventuellement être concurrent idéologique. Hein. Donc, les socialistes ont fermé les yeux. Ils ont, à tort, je dois dire, sans doute parce qu'ils étaient forts, j'en sais rien, ou parce qu'ils étaient... C'est toujours pas anticapitaliste, pas anti-américaniste, tout ça, ce sont des mécanismes que j'ignore pas, évidemment, et jouent à ça, qu'on jouait dans cette affaire. Bon, donc ce qui fait que ces pays d'Europe centrale et orientale, et je vais venir à la Russie, ces pays d'Europe centrale et orientale ont eu du mal à se démocratiser, et aujourd'hui encore, ils ont beaucoup de mal à se démocratiser. C'est pour ça que vous assistez, dans certains pays, comme la Pologne, comme la Hongrie, à des retours, si je puis dire, à des freins contre l'état de droit, etc. Je ne dis pas que ceux qui sont en Pologne et en Hongrie sont des anciens démocraturistes, mais l'esprit n'a pas été épuré, si je puis dire, et donc il y a une certaine héritage, pas intellectuel, mais en tout cas de façon de faire, qui existe. Et bien non, le pire des pays étant le pays de notre ami Nicolas, la Roumanie, qui elle a complètement raté la révolution, puisqu'elle était complètement prise en charge par des démocraturistes et du KGB, enfin de la Securitate en l'occurrence, ce qui fait que la Roumanie encore est un pays assez arriéré, si je puis dire, entre guillemets, politiquement, surtout au niveau de la corruption, ce qui l'empêche d'ailleurs de rentrer vraiment dans l'Europe, et ça c'est notre sujet. Alors, en ce qui concerne la Russie, donc, les Occidentaux, les dirigeants occidentaux et une partie de la presse occidentale étaient très tristes que Gorbatchev ait raté son coup, à vrai dire. Hein. Et donc, il est obligé de partir, hein, comme vous le savez, le 25 décembre 1991, l'Union soviétique cesse d'exister, et Boris Eltsine devient le président en titre, qui était déjà le président d'ailleurs, parce que c'est ça qui était incroyable, c'est qu'il y avait deux pouvoirs. Il y avait un pouvoir communiste, qui était celui qui était incarné par Gorbatchev, et un pouvoir, je dirais, populaire, parce que dans une certaine mesure, Eltsine avait été élu démocratiquement, en tout cas par suffrage universel, hein, et donc Eltsine prend le pouvoir. Ce qui est intéressant de voir, c'est le mépris, et je vous demande d'y réfléchir, parce que nous sommes encore responsables là-dessus. Hein. Je veux dire, le mépris avec lequel on a regardé Eltsine. Vous vous souvenez bien sûr, c'était pas encore la chute de l'Union soviétique, mais vous vous souvenez bien sûr de ce Koch, fils d'un agent soviétique au demeurant. Je le dis parce que je l'ai écrit et je l'ai démontré à Pierre Koch, n'est-ce pas, Jean-Pierre Koch, donc le fils, c'est pas de sa faute évidemment, si son père est un agent soviétique, j'entends bien, hein, je ne fais pas ce genre d'héritage, mais enfin, Jean-Pierre Koch disant vous vous souvenez, je pose cette phrase incroyable, faisant la leçon de morale à Eltsine, qui était arrivé au Parlement européen, Jean-Pierre Koch étant à l'époque député européen, hein, et Eltsine n'était pas content parce qu'il dit certaines vérités, j'oubliais lesquelles, mais des bêtises socialisantes, et il lui dit « Monsieur, si vous n'êtes pas content de ce que je vous dis, vous pouvez sortir ». Il lui dit ça, hein, à Eltsine. Vous comprenez bien que pour un homme comme Eltsine, qui est évidemment assez fugueux, je dirais, ça n'a pas plu, évidemment, ça a beaucoup refroidi les relations franco-russes, ça une chose, et puis aussi les relations
les relations d'une façon générale avec les pays occidentaux. Alors, Helsinki, moi je tiens à vous dire la chose suivante, c'est que Helsinki, la première période d'Helsinki, celle de 1991 à 1995, est la seule période que la Russie n'ait jamais connue de son histoire où il y a eu de la liberté. Ah oui, c'est comme ça. Il y a eu la liberté de la presse, et les seules petites libertés qui restent encore aujourd'hui en Russie, il y en a d'ailleurs presque plus en vérité, c'est celles qui ont été mises en place par Helsinki. Donc Helsinki a très mauvaise presse, on le voit comme un alcoolique, comme faisant n'importe quoi. C'est vrai qu'il a très mal gouverné, il n'était pas fait pour ça, c'était quand même un apparatchik, donc il avait des réflexes d'apparatchik, hein, soyons clairs, il n'était pas vraiment démocrate, ça c'est sûr, il avait un petit garde protégé et tout ça, et puis surtout il a laissé faire. Donc on est arrivé dans un bordel gigantesque en Russie, c'est l'époque où moi je suis beaucoup allé en Russie, j'y passais quasiment la moitié de mon année à chaque fois en Russie, ou alors vraiment moi j'arrivais, je faisais des voyages, et de voyage en voyage, je voyais j'avais un pouvoir d'achat gigantesque. Le premier voyage, j'avais peut-être, pour $1, j'avais peut-être 10 roubles, et au dernier voyage, pour $1, j'avais 1000 roubles. Hein. Donc les pauvres Russes, ils étaient eux comme ça, je comprends, et donc ça a beaucoup joué aussi par rapport à l'arrivée de Helsinki. Et puis, la grande erreur de Helsinki, mais nous sommes aussi responsables parce que nous aurions peut-être pu aider un peu plus, ou en tout cas tirer la sonnette d'alarme, mais on a laissé faire parce qu'on s'en foutait, la Russie n'était plus un danger. Donc, ce pays a connu le Far West, soyons clairs, hein. Ils se sont divisés les richesses gigantesques de ce pays, les plus grandes richesses du monde. Hein. Et donc, c'était une période de Far West où chacun s'emparait, qui du pétrole, qui du nickel, qui du charbon, qui de l'huile, etc., etc. Et donc, ça a donné les oligarques qui étaient... Alors, ces oligarques qui ne sont pas venus, c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que nous avons derrière le camarade Poutine qui est là, pas lui, mais enfin, les organes qu'il représente. Ces oligarques, en vérité, vous savez, on dit toujours qu'en affaires, il faut savoir d'où vient le premier million. Hein, eh bien, aucun, je dis bien aucun des oligarques aujourd'hui qui sont sur si on est une trentaine ou une quarantaine, nous connaissons véritablement l'origine de ces premiers millions. Hein, ce ne sont pas des Bill Gates, ce ne sont pas des gens qui ont fabriqué un petit ordinateur dans leur garage et qui sont devenus des grandes puissances. Hein. Non, pas du tout. Ce sont des gens qui sont arrivés comme ça, avec des millions dans les poches. Alors d'où venaient ces millions? C'est très simple. Ils venaient du Trésor, du KGB, qui avait compris que ce système allait s'effondrer, qu'il fallait mettre de côté de l'argent. Donc à peu près 12 milliards de dollars qui ont été mis à cette époque, ce qui n'est pas énorme, enfin ce qui est pas mal, c'est déjà une première pomme pour la soif, comme on dit. Hein, et donc cet argent, si je puis dire, a servi à donner un peu à ces oligarques qui venaient, plus la plupart d'entre eux venaient des jeunesses communistes d'ailleurs. Hein, on l'a un peu oublié depuis parce que ça a été gommé. Bon. Et puis derrière tout ça, il y avait aussi les organes qui existaient. Alors les organes, qu'est-ce que c'est les organes? Parce que vous n'êtes pas forcément familiarisé avec ce vocabulaire. Les organes, c'est pas ce qu'on a là. En Russie, les organes, c'est la police secrète, c'est le KGB, après qui va devenir le FSB plus tard, etc., qui a été le NKVD, qui a été le GPU et tout ça, donc qui a changé de nom au fil des décennies, mais c'est ce qu'on appelle les organes voilà. Et donc, derrière, ceux qui sont restés, si je puis dire, quand le système s'est effondré, les organes sont restés, bien structurés. Alors ils étaient, je dois dire, parce que moi j'en ai fréquenté pas mal à l'époque, j'ai pas honte de le dire, ils étaient complètement déstabilisés en même temps, ils étaient prêts à vendre n'importe quel petit secret, pas très grand, hein, pour quelques dollars, c'est ça qui les intéressait, j'ai jamais mordu à l'hameçon, mais enfin on les voyait quand même assez, ils disaient où est-ce qu'on va, quoi. Bon, mais quand même derrière ça travaillait déjà et tout ça. Bon, et alors l'erreur de Helsinki et l'erreur des gens qui sont autour de lui, c'est qu'ils ont pensé que le peuple pouvait devenir propriétaire. Ça, c'est un peu une idée un peu, peut-être très très sympathique, mais un peu bizarre. Et donc, ils ont distribué à un moment donné, et vous allez comprendre pourquoi l'importance que ça va avoir, surtout dans l'histoire aujourd'hui, ils ont distribué des bons du Trésor, pas des bons du Trésor, des bons d'action, qui ne valaient rien, hein, au peuple, comme ça, d'accord? En disant, vous les gardez dans le tiroir, et quand vous verrez, ça va monter, et vous pourrez les revendre éventuellement, et vous serez actionnaire des grandes entreprises, des entreprises gigantesques, des combinats, etc. Bon. Et donc, comme c'était l'époque où il y avait énormément d'inflation, comme je vous l'ai dit, hein, les gens, ils s'en foutaient de ce bon qui valait rien, hein, c'était un papier, et bien, ils ont commencé à les vendre. Et qui les a achetés? Eh bien, vous n'aviez pas 36 personnes, vous aviez les gens du KGB, hein, et la mafia, qui avait, elle, de l'argent, parce que la mafia sous le communisme, ça a très bien marché, hein, soyons clairs. Donc, ces gens-là ont racheté, et ce sont eux qui sont devenus les propriétaires de l'entreprise Russie, hein, et qui sont aujourd'hui encore les propriétaires de l'entreprise Russie. Hein. Bon, donc, dans cette espèce d'immense bordel général de Far West, hein, où il y a eu beaucoup de morts, hein, il y a eu à peu près
500 morts, hein, je veux dire, ça se dézinguait comme au Far West, boum boum, hein, pour tuer le concurrent éventuel, avec des mafias et tout ça qui est bien organisé. Dans ce bordel gigantesque, il faut dire que les Russes ont énormément souffert. Ils sortaient déjà de 70 ans de communisme, ils rentraient dans un espèce de capitalisme hyper sauvage, hein, où il n'y avait pas de règles, aucune règle, hein, sinon celle du plus fort. Hein, donc, ils ont laissé, est arrivé à ce, comment dire, il y a eu un espèce de ressentiment gigantesque qui est apparu, inconscient, je dirais, par rapport au capitalisme, bien sûr, parce que c'était identifié comme le capitalisme, par rapport aux démocraties, parce que c'était identifié comme une démocratie, alors que ce n'était pas une démocratie, etc. Et par rapport aux Occidentaux, qui les avaient laissés un peu dans la merde, si je puis dire. Et donc, cette haine, parce que là-dessus c'est monté une haine, bien sûr, va beaucoup servir le camarade Poutine plus tard, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui à la manœuvre qui utilise ce genre de choses. Bon, dans cette espèce de gigantesque foire d'empoigne, il y a eu une bande de zozos, qui sont d'ailleurs, la plupart sont morts et sont exilés par le KGB par la suite. Je pense à Berezovski, par exemple, qui était un oligarque très important à cette époque-là, qui eux ont monté des coups incroyable. Par exemple, ils ont organisé une guerre en Tchétchénie, hein, la première guerre en Tchétchénie en 1994, qui a été une guerre sanglante avec des islamistes qu'ils ont instrumentalisés, payés, etc. Tout ça parce que la Tchétchénie était à l'époque, et toujours d'ailleurs, et toujours aujourd'hui, un nœud pas ferroviaire, mais d'oléoduc et de pipeline dans lesquels passe énormément de pétrole, etc. Donc, pour les mafias tchétchènes, c'était biling, 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 parce qu'ils prenaient leur dîme à chaque fois. Hein. Et donc, il fallait, si l'État russe voulait, et enfin, pas les États russes, excusez-moi, je me trompe, si les oligarques russes voulaient s'empocher un peu d'argent, il fallait un peu liquider cette mafia. Donc, ils ont pris les islamistes, et ils les ont fait faire tuer la mafia, ils ont liquidé la mafia. Sauf que les islamistes sont devenus les mafieux, et c'est autre chose, mais bon, l'histoire a continué, si je puis dire. Bon, mais cette guerre en Tchétchénie a eu des répercussions terribles, parce qu'après, elle va servir à Poutine. Bon, en tout cas, je suis rapide, parce que j'ai déjà passé 25 minutes, je vais me faire gronder par mon... Mais on gérait jusqu'à 8 heures, hein. Après, je serai une demi-heure pour... Hein. Parce que je vous raconte cette histoire parce que je pense qu'elle est un peu oubliée, comme toujours, parce qu'on est tellement dans le présentisme aujourd'hui qu'on oublie un peu les racines des choses, et je pense que rappelant les racines des choses, ça va même comprendre le présent, en tout cas moi j'en suis intimement convaincu. Donc, dans ce désordre général, la famille Yeltsin s'en était mis aussi plein les poches, soyons clairs, peut-être pas le père Yeltsin lui-même, enfin la fille... Elle était richissime, et donc la situation se dégradait considérablement. Je parle à ce moment-là du deuxième mandat d'Eltsine, qui court de 95 à 99, hein, et alors là tout va à voler. En plus, Eltsine se saoule de plus en plus. Il faut dire qu'il a à ses côtés un garde du corps qui est un membre du FSB, qui à mon avis lui dit « Mon petit camarade, on est peut-être un petit peu de vodka encore », et comme il a de vodka, il buvait. Bon. C'est là où on voit Eltsine faire comme ça prend un avion, vous savez, toutes ces images que nous avons gardées en nous du personnage, pour lesquels je garde une certaine sympathie, parce que c'est un vrai russe quelque part, lui, enfin, sous son vernis communiste, il est resté un peu vrai russe. Donc, est arrivée la fin du mandat de Eltsine, et Eltsine s'est demandé, oulala, il y a eu tellement de malversations de la part de ma famille, il a cherché, et ça c'est très important, il a cherché quelqu'un de suffisamment fiable pour lui prendre sa succession et lui garantir qu'il n'y aurait aucune poursuite contre lui et sa famille concernant cette gigantesque corruption auquel ils avaient participé. Mais il n'était pas le seul, il y en avait qui avaient pris bien plus dans la caisse que lui. Hein. Bon, donc, et alors, on lui avait parlé, mais il avait déjà entendu parler, parce qu'il avait déjà nommé la tête du KGB au moment où il va penser à lui. Il avait remarqué un petit officier, parce que, excusez-moi, Poutine était à l'époque un tout petit officier, qui est colonel du KGB, et il avait apprécié, parce que l'état-service, en l'occurrence de Poutine, avait été qu'il avait été l'adjoint du maire de Saint-Pétersbourg, Solchak qui s'appelle, qui avait piqué dans la caisse, d'ailleurs, soyons clairs, et qui avait réussi à s'enfuir en Occident avant d'être poursuivi. Et Poutine avait absolument tout couvert, le Solchak en question, il l'avait couvert, et donc Solchak n'a jamais été, il est mort depuis d'ailleurs, n'a jamais été poursuivi. Et Eltsine s'est dit, ah voilà un mec qui est capable de protéger son patron, si je puis dire, parce que c'était son patron en l'occurrence. Donc, quand il va lui falloir choisir un successeur, il va penser à lui. Et donc il va nommer Eltsine successeur. Mais il faut encore qu'il soit élu. Et c'est là où tout se met en branle, parce que
Tout est déjà en place à cet instant-là, c'est-à-dire on est en 1999, début des 2000, et le Poutine que nous avons aujourd'hui est exactement celui qui est né à ce moment-là et qui s'est construit à ce moment-là. Quand il arrive au pouvoir et qu'il y a des élections présidentielles qui vont se présenter, il y a des sondages. Il représente un demi-pourcent des intentions de vote. Donc il n'a aucune chance par rapport au maire de Moscou, d'ailleurs, qui était un communiste, qui était Luganov, ça fait. Donc, comment faire? Eh bien, ils ont fait un truc que sait bien faire le KGB et les services secrets en général, ils ont fait de la stratégie de l'attention. Donc ils ont mis des bombes dans des immeubles. Il y a eu 200 morts, peu plus de 250 à Moscou, à Ryazan, etc. C'est là où on a accusé évidemment les islamistes, qui étaient tout à fait, qui n'étaient pour rien, parce que c'était le FSB qui mettait les bombes, on l'a su, parce qu'ils se sont fait prendre des doigts dans la confiture, si on peut dire, ou les doigts dans l'explosif en tout cas. Et donc, il a fait la stratégie de l'attention, et c'est là où il a déclaré je buterai les islamistes jusque dans les chiottes. Cette fameuse phrase qu'il a rendue si célèbre. Et comme la Russie sortait de 10 ans de gigantesque bordel, ils se sont dit, voilà l'homme qu'il nous faut, voilà un homme d'ordre qui va redresser l'ordre et qui va enfin faire que nous allons, pas forcément vivre en démocratie, mais en tout cas vivre dans un certain ordre et dans la sécurité. Vous savez, la chose la plus importante que les gens espèrent aujourd'hui, puisque si vous faites des sondages en France, je fais une petite parenthèse, vous vous apercevrez que 75% des Français préfèrent la sécurité à la liberté. Donc, la sécurité, c'est le maître mot du citoyen en général. Et en Russie aussi. Donc, Poutine est élu finalement, vraiment élu, je veux dire, alors il y a peut-être un petit bourrage de dur, mais enfin c'est à la marge, je dirais, parce qu'on comprend que c'est un homme d'ordre, et derrière il a bien sûr toute la police qu'il faut, les siloviki on les appelle, c'est-à-dire ça va plus loin que le KGB, c'est aussi la police, c'est aussi l'armée, c'est tout les organes de force, si je puis dire, qui sont derrière lui, et donc ça s'appelait quand même à une partie de la population. Donc, dès le début, il est tout puissant, quelque part. Parce que il va être d'autant plus tout puissant qu'il va régler le problème des oligarques, qui sont éventuellement les seuls qui peuvent disputer son ordre et son pouvoir. Il s'installe. Alors, c'est très intéressant. Moi, je l'ai vu à l'époque. Si vous le retrouvez sur Internet et vous verrez que c'est excessivement intéressant quand on connaît la psychologie humaine. Enfin, je ne la connais pas particulièrement, mais quand on sait observer les hommes. Si vous voyez arriver Eltsine au Kremlin, dans le grand palais d'or du Kremlin qui est chargé d'une histoire séculaire, où il y a eu les plus grands salauds et les plus grands tsars et tout ça, bon bref, et ben vous le voyez, les portes s'ouvrent comme toujours avec des gardes qui sont tout incroyables. Il est un petit garçon, un tout petit garçon. Poutine, oui, Poutine. Oui, j'ai dit qui? Ah pardon, excusez-moi. Merci. C'est la preuve que vous suivez, alors ça va. Oui, je voulais parler de Poutine, évidemment. C'est un tout petit garçon, et on sent tellement il est comment dire, écrasé par le lieu, par le faste, par tout ça. Aujourd'hui, c'est plus tout ça. En vérité, c'est la fonction qu'a fait l'homme. La fonction a fait l'homme, il n'était pas forcément prévu pour ça, mais au fur et à mesure, il a appris, et puis il a liquidé ses adversaires, etc. Bon, toujours est-il que Poutine est arrivé au pouvoir, il a réussi à construire son pouvoir assez vite. Dans les 4 premières années, c'était déjà fait. Il a éliminé le principal oligarque qui pouvait lui faire de l'ombre, Rodokhovski, qui était à l'époque le plus riche des oligarques, qui était à la tête d'une entreprise de pétrole qui s'appelle Lukos, qui a été depuis démantelée et dont tous les copains de Poutine se sont repus. Ils ont partagé le cadavre. Donc, à partir de 2004, il était à peu près maître de la situation. Mais ce n'était pas suffisant pour lui. Alors donc, il va y avoir la chose qui va vraiment faire encore qu'il va devenir plus puissant. Il va enclencher une deuxième guerre de Tchétchénie, dans lesquelles il va encore une fois instrumentaliser les islamistes pour prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le camarade Kadyrov, qui est le président, oui, on va dire, enfin, qui est le chef de la Tchétchénie, est un bon islamiste en son genre. Bon, donc, alors là encore une fois, il y a des épisodes excessivement macabres, si je puis dire, qui se passent. Il y a des pour monter les islamistes et pour faire agiter la haine, etc. Il y a des prises d'otages dans les écoles, il y a une prise d'otages dans un théâtre, tout ça se finit dans un bain de sang général, parce que quand le FSB arrive, il tire dans le tas, il s'en fout. À Beslan, en 2004, 250 élèves sont morts, plus 150 mères de famille, etc., liquidés. Bon, au théâtre, c'est la même chose, il y a eu une prise d'otage dans un théâtre, tout ça. Tout ça, ce sont des choses qu'on fait des islamistes
c'est sûr, mais certains d'entre eux, toujours dans le cadre de la guerre en Tchétchénie, mais certains d'entre eux étaient instrumentalisés par le FSB, et de toute façon ça servait les dessins de Poutine, parce qu'il pouvait comme ça montrer sa force et imposer sa terreur. Bon, donc, Poutine a fait son pouvoir. En 2004, c'est terminé. En 2008, il doit rendre s'il veut respecter la Constitution, il doit rendre normalement son mandat. Hein, il n'a pas le droit de plus de 2 mandats. Mais il n'est pas dit que s'il y a un intermède, il peut y avoir encore de nouveaux 2 mandats. Hein. Donc, il choisit Medvedev, qui n'est pas tombé du ciel. Medvedev, c'est un vieux pote qu'il connaît depuis Saint-Pétersbourg, hein, qui évidemment est aussi milliardaire. Hein, et donc, il choisit Medvedev comme président, et il est derrière le rideau, comme on dirait en Chine, c'est-à-dire qu'il dirige en vérité les affaires, Medvedev n'étant qu'une marionnette. Alors là, c'est là où c'est drôle, parce que les Occidentaux sont d'une naïveté incroyable. Mais ça, l'histoire malheureusement le montre. C'est que d'abord, d'une part, pourquoi c'est d'abord, d'une part, vis-à-vis de Poutine, ils n'ont pas jamais, ils l'ont considéré dès le départ comme un interlocuteur valable. Ça, c'est une première erreur, d'accord? Quand on est un agent du KGB, un officier du KGB, pardon, c'est pas la même chose, un officier du KGB, même s'il n'avait pas du sang sur les mains, j'entends bien, parce qu'il n'a jamais été torturé dans les cadres de la Lubyanka. J'entends bien, mais enfin quand même, c'est quand même un agent du KGB qui a été formé par le système. Quand on lui déroule le tapis rouge, on le reçoit à droite, à gauche, partout dans le monde, et vous comprenez bien que se sent évidemment renforcé. Alors, le pire de tout, c'est que lorsque Medvedev est arrivé au pouvoir, on l'a considéré comme un libéral par rapport à Poutine. C'est vrai qu'il faisait plus libéral, parce que c'était un jeu en vérité entre eux deux. Parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez Medvedev, c'est la pire des faucons. Hein. Medvedev, il dit il faut liquider les Occidentaux, il faut mettre une bombe atomique authentique. Hein, je ne la vende pas. Il faut mettre une montagne atomique sur Washington et sur les fronts, ça sera réglé. Hein. Voilà le discours de Medvedev aujourd'hui. Bon, donc il met Medvedev, qui fait un mandat de 4 ans. Tout le monde embrasse Medvedev, tout le monde est content. Les Occidentaux sont très contents. Ils ont l'impression d'avoir en fait un démocrate. Il n'en faut pas beaucoup pour ça, pour le croire. Hein. Les Occidentaux font beaucoup Louis Fuchs-Thinking. Vous savez, ils pensent toujours que les autres, et surtout particulièrement les pays totalitaires, dictatoriaux, fonctionnent exactement comme eux. Or, ils ont du mal à comprendre que c'est totalement différent. Bon. Poutine revient au pouvoir en 2012, et là, son objectif, il a bien affiché à tout, il dit son vrai objectif, c'est dire, d'abord, il faut me venger en tout cas la Russie, ou en venger en tout cas les héritiers de l'Union soviétique, enfin je ne sais pas qui d'ailleurs, peu importe, enfin cette espèce de groupe ensemble, cette espèce d'ensemble-là, il faut se venger des Occidentaux, hein, qui ont fait l'Union soviétique s'effondrer, parce que c'est son argument. Il est persuadé que l'Union soviétique ne s'est pas effondrée lui-même, comme de fait c'est ce qui s'est passé, parce que le système était pourri en vérité. Hein. Donc c'est en vérité les Occidentaux qui ont saboté l'Union soviétique et qui ont fait que l'Union soviétique s'est effondrée. Donc il faut prendre sa revanche, se venger d'eux, premièrement. Il faut essayer de reconstituer un empire qui n'est pas forcément un empire soviétique. Je pense pas franchement, je ne crois pas que Poutine soit aujourd'hui, il est suffisamment intelligent pour ne pas le faire, en tout cas, soit communiste. C'est plus son problème. Il est dans une espèce de fiction d'Aristo, Stalino, etc. Un peu tout ça, dont il ne sait même pas très bien lui-même, sans doute, ce qu'il veut. Enfin, il sait ce qu'il veut, mais en tout cas, il ne voit pas forcément très clair sur ses racines intellectuelles. Hein, parce que je ne sais pas, enfin, je le pense. En tout cas, c'est une espèce d'amalgame entre l'empire russe, tsariste, l'empire stalinien. Bon. Mais ce qui est important dans son esprit, c'est bien sûr de reconstituer cette force. Mais pourquoi il veut la reconstituer? Pas forcément pour lui, parce qu'il veut, en vérité, dans une certaine mesure, il n'a pas tort, hein, honnêtement. Il comprend, et il le sait, que si la Russie veut continuer à exister d'un poids quelconque sur la scène internationale, elle a besoin d'avoir un espèce d'empire où on la reconnaît. Parce que si on regarde l'économie, c'est rien, c'est le PNB de l'Espagne, hein, à tout casser. Hein. La Russie, c'est très faible, hein, malgré toutes ses richesses. Donc, avoir de la puissance politique, de la puissance de surface géographique, ils ont déjà la surface géographique, puisque c'est le plus grand pays du monde, 9 fuseaux horaires, donc c'est pas rien, mais quand même, pouvoir contrôler et avoir de la puissance, ça pose vis-à-vis des Occidentaux, et surtout, le seul qui l'intéresse, c'est évidemment Washington, c'est être un interlocuteur par rapport à Washington, le grand méchant américain, mais qu'on aime tellement qu'on a envie de causer avec lui. Donc, son obsession, ça va être de reconstituer cette espèce
encore, il ne va pas reconstituer l'Union soviétique, il comprend qu'il n'y arrivera pas, il ne va pas reprendre les pays, quoi qu'il aimerait bien, sans doute. Hein, je ne cache pas qu'il aimerait bien reprendre les pays baltes, la Pologne, la République tchèque, et puis nos amis roumains et bulgares. Il aimerait bien, mais bon, ça, à mon avis, quand même, il ne faut pas qu'il se fasse d'illusions, il n'y arrivera pas. Mais enfin bon, toujours est-il qu'il va en tout cas reprendre déjà, se poser et surtout montrer la force de ce pays qui sort de 25 ans, puisque là, on est en 2012, ça fait donc 22 ans, 21 ans, puisque la chute c'est 91, 21 ans après la chute du système. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va entrer en guerre, si je puis dire, avec son étranger proche. Ce qui est intéressant, c'est une loi de l'histoire absolue, hein, c'est que un pays où il n'y a pas de démocratie, un pays où il y a un dictateur, un pays où il y a un régime fort, est en général un danger pour son étranger proche. Parce qu'il va forcément toujours vouloir déborder et conquérir, ou en tout cas imposer sa loi. Donc là, nous sommes encore dans le cas de figure historique excessivement connu. D'autant plus, et c'est là où c'est très important, d'autant plus que, à ses frontières, dans cet ancien empire, s'est construit des démocraties. Et ça, il ne peut pas le supporter. Alors on va nous dire, parce que ça c'est le discours des pro-poutiniens aujourd'hui, et Dieu sait s'ils sont nombreux, particulièrement dans notre cher pays, qui a toujours eu des yeux chimènes pour la Russie, pour des raisons qui viennent à l'histoire, etc. On va nous sortir Catherine II, mais jusqu'à Général de Gaulle, bien sûr. Ça, je pourrais vous en parler savamment, j'ai suffisamment travaillé là-dessus. Bon, bref, c'est son intention, c'est pas son intention, sa problématique, voilà, c'est ça. Sa problématique, c'est qu'il ne peut pas se permettre d'avoir à ses frontières des pays qui viennent de la même histoire que lui, dans une certaine mesure, puisque ce sont les pays d'Europe centrale et orientale qui ont connu le communisme, qui sont des démocraties. Donc ce n'est pas le discours poutinien repris par certains de nos brillants intellectuels, que je ne citerai point ici, j'aurais peur d'en oublier. Ce n'est pas l'OTAN qui est responsable, parce que c'est ça le discours. L'OTAN a voulu avancer, c'est à cause de l'OTAN qu'on arrive dans cette situation. Alors, c'est vrai que l'OTAN a avancé ses pions, je ne dis pas le contraire. Le problème, c'est que ces pions, ils sont pas tombés comme ça. C'est que les pays qui savaient ce qu'était la Russie voulaient se protéger, tout simplement. Je veux dire, la Pologne, les pays baltes, ils ont eu 50 ans, 60 ans de communisme, ils n'avaient pas envie de retrouver des pays, surtout avec le camarade Poutine, qui était un héritier de tout ça, de se retrouver avec un risque éventuel de se retrouver encore sous le joug russe. Et mettez-vous à leur place, je veux dire, bon, en tout cas je comprends très bien leur raisonnement. Donc ils sont effectivement choisis d'entrer dans l'OTAN, d'abord dans l'Union Européenne, dans l'OTAN, et c'est comme ça que l'OTAN a avancé. Hein. Bon, mais ça c'est insupportable pour le camarade Poutine, parce que c'est un danger, parce que ça montre que des pays qui ont la même histoire que lui, en tout cas que l'Union soviétique, même s'ils ont connu moins de communistes et moins sanglants quand même, soyons clairs, même si ça a été assez sanglant quand même dans certains pays communistes d'Europe centrale, mais moins sanglants qu'en Union soviétique, qui sont devenus démocraties. Donc c'est un contre-exemple qu'il ne peut pas se permettre de laisser à ses frontières. C'est exactement la même chose avec la Chine et Taïwan. C'est exactement la même problématique. La Chine ne peut pas se permettre que Taïwan soit une démocratie qui a les mêmes histoires que la Chine, qui a la même histoire, qui a la même idéologie, si je puis en tout cas, la même religion, la même philosophie plutôt confucéenne. Hein. Donc la Chine ne peut pas se permettre parce que c'est son régime qui est en danger dans ces cas-là. Donc c'est bien pour ça qu'un jour, on y viendra sans doute, j'espère, dans les questions, et de toute façon c'est un risque de cette guerre qui est en train de se passer. Il y aura forcément un jour, à un moment donné, où la République populaire de Chine voudra régler le problème de Taïwan. Il me reste 20 minutes, c'est super. Donc, en 2008, sous prétexte, encore une fois, que le gouvernement géorgien est démocratique, élu démocratiquement, et qu'il demande éventuellement d'adhérer à l'Union européenne, mais comme l'Union européenne c'est un peu comme une ligne d'horizon, plus on approche, plus on a l'impression que ça s'éloigne quand on est un pays de l'Est, hein. Donc en tout cas, et d'adhérer à l'OTAN, ça ne peut pas permettre, donc il va monter une petite guerre, il monte une petite guerre, exactement ce qu'il va faire, ce qu'il avait après en Crimée, c'est exactement le même scénario. Vous savez, quand un scénario marche, ça c'est une vieille habitude KGB, et je vous assure que je peux parler savamment, parce que j'ai suffisamment étudié le fonctionnement de ce système. Ils font toujours la même chose jusqu'à ce que ça ne marche plus. Si ça ne marche plus, ils changent. Mais tant que ça marche, ils y vont. Donc le scénario qu'il va imposer à l'Ukraine avec la Crimée en 2014 est un scénario qu'il a déjà fait
en Géorgie, exactement, une pseudo-agitation en Ossétie du Sud et en Abkhazie, et hop, et donc il rentre, hop, il règle le problème, il y a une partition, il se prend quand même les deux régions, hein, ça s'arrête là, heureusement. Bon, donc, première chose, et surtout il casse la démocratie géorgienne. Aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie géorgienne. Hein. Il y a une vague présidente qui a un peu beaucoup de pouvoir, et c'est un bon oligarque qui dirige tout. Hein, et à tel point, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous suivez l'actualité, ils ont voulu introduire, mais ça n'a pas marché parce qu'ils ont quand même reculé, ils ont voulu introduire la loi sur les étrangers, hein, les agents étrangers, loi poutinienne par excellence, qui permettrait de liquider l'ensemble des ONG, l'ensemble de la presse, etc., tout ce qui pourrait éventuellement, tout ce qui touche un peu d'argent de l'Occident qui leur permet de survivre dans ces pays-là. Donc, il règle le problème de la Géorgie. Ensuite, comme il a la réaction occidentale, et là encore une fois, nous sommes responsables, c'est-à-dire les dirigeants occidentaux sont responsables. Je ne dis pas qu'ils laissent faire, parce que c'est vrai qu'il y a des négociations, si vous vous en souvenez bien, il y a effectivement quelques sanctions qui sont prises, on n'est pas très content, mais enfin tout ça c'est plutôt de la protestation de salon, hein. En tout cas ça n'a pas beaucoup d'influence, et de fait, il va remonter la même chose dans le Donbass et en Crimée, c'est-à-dire provocation, appel à l'aide. Vous savez, les soviétiques avaient la Louis très fine, on les appelait souvent à l'aide. Vous savez, les Afghans, ils les ont appelés à l'aide en 1979. Et ben, c'est grosso modo à peu près la même chose. Hein. C'était aussi une méthode assez soviétique. Et donc, il se prend la Crimée et une partie du Donbass et installe bon, voilà. Et la situation est là en 2014. Bon, il y a encore protestation occidentale, il y a encore sanctions, il y a les accords de Minsk, etc., que personne ne respecte, en tout cas Poutine ne respecte pas. Donc toujours est-il qu'on est dans cette situation-là en début des années 2020, pardon. Hein, donc, et alors, pourquoi ne s'est-il pas contenté de ça? Et là encore, excusez-moi, vous allez dire décidément il en veut beaucoup à cette pauvre Occident, parce que c'est quand même mon camp, si je puis dire, donc j'ai le droit de le critiquer, si je puis dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a incité? Qu'est-ce qui l'a incité à franchir le pas et à vouloir aller plus loin et à se dire après tout pourquoi je ne reprendrai pas l'Ukraine? Parce que c'est ça son objectif quand même. N'oublions pas que le 24 février, lorsque ses armées sont entrées en Ukraine, il pensait que l'affaire serait réglée en quelques jours et que la prochaine frontière de la Russie serait la Pologne. Vous savez, il y avait une blague soviétique que j'aime beaucoup et que je répète souvent, parce qu'elle est toujours valable, à mon avis, Poutine y pense beaucoup. C'était, on demandait à l'époque, quelles sont les frontières de l'Union soviétique? Et la réponse était avec le pays qu'il veut. Voilà. Donc grosso modo, Poutine aimerait bien avoir une frontière avec la Pologne, même si la Pologne est dans l'OTAN, même si la Pologne, ça lui plaît. D'ailleurs, Lavrov l'a dit, d'ailleurs, à un moment donné, il l'a dit récemment, il y a 15 jours, 3 semaines, la prochaine frontière de la Russie, ça sera la Pologne. Bon ils n'y arriveront pas, soyons clairs. Hein. Enfin, je ne pense pas. Donc, pourquoi il a choisi en 2022, pardon, mais tout ça est venu lentement, hein, c'est pas tombé du ciel, de franchir le pas supplémentaire. Si je puis. Eh bien parce que, tout simplement, il a observé les Occidentaux. Je me dis, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais ces couilles molles, hein, ils vont pas protester. Regardez ce qu'ils ont fait à Hong Kong. La Chine a pu reprendre Hong Kong. Bon, ça a repris de fait Hong Kong. Regardez ce qui est en train de se passer en Afghanistan. Ils partent comme des voleurs, alors que c'est quand même, excusez-moi, les Afghans, ils n'ont pas des bombardiers, ils ont des pétoirs, hein, presque du 19e siècle, j'allais dire. Donc voilà. Donc ils sont en déliquescence totale. En Europe, nous avons un président qui dit que l'OTAN n'existe plus, hein, qu'elle est à l'état léthargique. Hein. Bon, donc voilà, donc il est convaincu, il est absolument convaincu que son coup de force réussira, hein, que les Occidentaux s'écraseront, il y aura des protestations, bien sûr, quelques manifestations, il y aura quelques sanctions, l'Europe va s'émouvoir à Bruxelles, à la Maison-Blanche, ça va taper du poing sur la table, etc. Mais enfin, 6 mois plus tard, ça sera fini. C'est exactement ça qu'il pensait, d'autant plus que, n'oublions pas qu'il est un dictateur, donc en tant que dictateur, il reçoit des informations qu'il aime entendre, c'est le propre des dictateurs, en vérité ils sont très isolés les dictateurs, ils ont beau avoir un appareil gigantesque de surveillance, en vérité cet appareil de surveillance les sert plutôt à les intoxiquer qu'autre chose. Et là on lui dit sans doute, camarade Poutine, pas de problème, on va régler le problème, en 3 semaines l'affaire est réglée, et puis les Occidentaux, et puis les Ukrainiens seront très contents de nous retrouver, nous, peuple frère, etc. etc. Donc, il envahit
l'Ukraine le 24 février 2022, persuadé qu'il allait emporter le morceau. Alors il monte toute une fiction sur les nazis, etc., se prenant, encore une fois, se croyant un peu comme Staline, si je puis dire, qui lui a réussi à vaincre l'hydre hitlérienne. Donc il monte toute une fiction à laquelle il croit. Il ne faut pas croire, à mon avis. Vous savez, ces gens-là, ils croient ce qu'ils racontent, hein, j'en suis intimement convaincu. Donc il est dans une espèce de récit fictif dans lequel il pense que, évidemment, et puis il pense aussi que d'abord ce discours, pourquoi il en a passé? D'abord il y croit, parce qu'il s'est construit cette espèce de fiction. Il pense que le peuple russe serait éventuellement très attentif à un type de discours, parce que n'oublions pas que l'Union soviétique a été quand même sacrément victime du nazisme. Ils ont quand même perdu 27 millions de personnes de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le pays qui a perdu le plus de morts. C'est pas forcément à cause des nazis, mais ça c'est une autre histoire. C'est en partie à cause des nazis, mais c'est pas les nazis qui sont tous responsables. Le commandement soviétique est évidemment très responsable aussi de cette affaire-là, particulièrement Staline. Donc, en rejoignant la fiction guerre contre les nazis, il s'est dit le peuple suivra. Et d'ailleurs, c'est pas très faux, parce que je veux dire, ça marche très bien, hein, je veux dire, dans une certaine mesure. Pour l'instant, de moins en moins, il faut dire, mais ça a bien marché pendant quelques mois, hein, parce qu'il faut dire que la propagande, parce qu'on n'a aucune idée, nous, de la propagande, de ce qui se dit tous les jours sur les télés, les radios, etc., officielles, mais aucune idée. C'est d'une haine féroce. On est encore dans le même discours. C'est la guerre contre les nazis, après les Occidentaux qui nous veulent la peau, parce que c'est nous qui sont agressés. Maintenant, c'est le nouveau discours, hein. Le discours de Lavrov il y a 2 jours au G20 en Inde. Il a dit nous avons été agressés par l'Ukraine. Alors là, tout le monde a rigolé dans la salle quand même. C'est pas passé, mais bon, vous voyez, ils essayent de dire qu'ils ont été agressés. C'est pour ça qu'ils sont en défense. Comme ils disent qu'ils ont été agressés par l'OTAN qui s'est mise autour d'eux. Bon, bref. Donc il monte toute cette fiction, et cette fiction, pourquoi aussi il l'a montée? Et moi, en tout cas, je l'ai pensé, ça n'a pas non plus marché, et Dieu merci, ça n'a pas marché, mais je pense qu'il pensait que ça pouvait éventuellement marcher. S'il se présentait comme celui qui allait à nouveau tuer l'hydre nazi, hein, voilà, c'est à peu près ça dans son imaginaire, hein, on va réveiller tout le front antifasciste. Ce vrai front antifasciste qui a tellement été profitable à l'Union soviétique avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, oubliant le pacte germano-soviétique au passage d'ailleurs. Hein, donc, c'est un peu son idée. Si je rentre en Ukraine pour liquider des nazis, comment voulez-vous que les Occidentaux qui ont aussi connu la terreur nazie vont être contre moi? Donc il a pensé, franchement, je pense que dans son imaginaire, il a pensé que le front antifasciste allait reprendre de la couleur et que tout ça passerait comme une lettre à la poste. Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont sauvé le monde, ce sont les Ukrainiens. Ils nous ont sauvés. Et ça, on ne le reconnaîtra jamais assez. Ils nous ont vraiment sauvés. C'est leur résistance qui a sauvé. C'est pas nous, parce que je vous signale que pendant les 2 premiers mois, ils étaient à poil, ils étaient tout seuls. Il n'y avait pas d'armes encore qui arrivaient. Après, c'est autre chose, l'Occident s'est réveillé. Mais ils nous ont sauvés. Je pense qu'ils nous ont sauvés parce que je suis quasiment, j'ai aucune preuve évidemment, c'est un raisonnement intellectuel gratuit. Je pense que s'il avait réussi son coup, par exemple, envers l'Ukraine, Zelensky partant, avec le taxi que lui proposait d'ailleurs Biden, je signale que Biden l'appelle et Zelensky lui répond non, j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes. Hein, c'est ce que lui répond Biden, Zelensky, je veux dire, le soir même, le 24 février, dans la journée. Bon, si donc, comme le pensait d'ailleurs, et comme lui avait assuré ses services secrets d'ailleurs, Zelensky en 2 jours, d'abord son liquide, c'est un peu une opération, excusez-moi, je fais un parallèle historique qui est intéressant, parce que c'est exactement ce que je pense, parce que comme je vous ai dit encore une fois, qu'il répète toujours un peu la même chose, c'est cette opération qu'ils ont fait en Afghanistan, exactement en 79. Ils ont envahi l'Afghanistan pour aller remplacer le dirigeant qui était un dirigeant communiste, mais c'était un dirigeant communiste qui ne lui plaisait pas. Alors ils ont préféré en prendre un autre qui lui plaisait mieux. Et donc ils sont rentrés dans le palais présidentiel, boum, 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 ils ont tué le président, ils ont mis l'autre, et c'était terminé. Ils pensaient que c'était exactement ce qu'il allait... C'est ce scénario qu'ils pensaient, parce qu'ils le connaissaient, parce qu'ils l'avaient étudié, parce que c'est son époque. Bon, ce scénario n'a pas marché, parce que les Ukrainiens ont résisté. Alors, je viens à ce que je vais vous dire, parce que je n'ai pas oublié ce que je voulais vous dire, c'est que je pense... Encore une fois, c'est une spéculation gratuite, parce que je n'ai absolument aucune preuve. Hein, mais je pense que s'il avait réussi son coup, la Chine aurait essayé d'envahir Taïwan. Parce qu'à ce moment-là, l'Occident était paralysé. Parce qu'on ne peut pas, l'Occident n'a pas les capacités militaires de mener 2 guerres de front. Hein. Bon, grâce à ça, je pense, moi je l'ai écrit en plus dans le Figaro, donc personne ne m'a démenti. Hein,
tout cas pour l'instant, bien sûr, Taïwan est toujours là, Dieu merci, hein, donc les faits m'ont démenti, si je puis dire, mais enfin, la résistance ukrainienne a incontestablement freiné les ambitions chinoises, et d'ailleurs, ça sert quelque part un peu nos intérêts, mais pas forcément à long terme, à court terme en tout cas. Voilà. Alors, quels sont les risques? Oui, il me reste 7 minutes pour les risques. Et attendez, après je dois répondre à la question comment s'en sortir. Voilà, ça sera les questions. Hein, comment s'en sortir? Sinon, on s'en sortira pas, justement. Comment? Bon, bref. Alors, les risques sont gigantesques, évidemment. D'abord, c'est la première fois depuis 1945 qu'on a un conflit de cette ampleur, avec cette masse d'armement, avec ce nombre de morts sur le territoire européen. Il y en a eu plein d'autres dans le monde, mais ce n'étaient pas des blancs européens, si je puis dire. Donc c'est quand même quelque chose de très particulier, et surtout avec une guerre terrible, telle exactement comme il l'a menée en Tchétchénie en 2004, comme il l'a menée en Syrie, parce que j'ai oublié l'épisode syrien, bien sûr, ah oui, j'ai oublié l'épisode syrien, très important. Pourquoi, excusez-moi, je suis un petit retour en arrière, pourquoi il s'est dit aussi qu'il pouvait peut-être se prendre l'Ukraine sans que les Occidentaux bougent? Eh bien, c'est parce qu'il se souvenait d'Obama. En Syrie, vous savez qu'Obama en Syrie a dit que si les Syriens et si Assad franchissaient la ligne rouge de l'armement chimique, ils allaient intervenir. Eh bien, Assad a franchi la ligne rouge de l'armement chimique et les Américains n'ont pas bougé. Et ça, c'est un précédent catastrophique. Je dis bien que c'est une grave erreur d'Obama. D'ailleurs, notre président à l'époque, François Hollande, était furieux parce que lui était prêt à aller aussi à côté des Américains en Syrie pour régler le problème Assad. Hein, et ça ne s'est pas fait parce que Obama a calé au dernier moment. Donc il s'est dit, les Américains, ils n'oseront jamais bouger. Bon, bref. Donc il s'est trompé de ce côté-là, mais encore une fois, il s'est trompé grâce à la résistance des Ukrainiens, parce que si les Ukrainiens n'avaient pas résisté, personne n'aurait vraiment bougé. Hein. Personne n'était prêt à mourir pour Kiev. Alors, déjà aujourd'hui, personne n'est prêt à mourir pour Kiev, mais alors encore moins si jamais ça s'était passé en quelques jours. Alors, quels sont les risques? Alors, j'ai pas mes lunettes, mais bon, parce que là, je vais quand même suivre un peu mon plan, si je puis dire. Alors, il y a d'abord un risque politique, hein, qui est évidemment un risque politico-militaire, je dirais, parce que, admettons, que ce sont vraiment des vrais risques, on ne peut pas ignorer. Admettons que Poutine subisse des revers militaires, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui n'est pas, à mon avis, vraisemblable vraiment, mais enfin, c'est autre chose. Hein. Il peut aller jusqu'à utiliser l'arme nucléaire tactique, il l'a déjà dit 20 fois, surtout, parce qu'il faut écouter ce qui s'est dit, parce que la spécialité des Occidentaux, c'est de ne pas entendre ce que disent ce type de dirigeants, ne pas entendre ce que disent les Chinois, ne pas entendre ce que disent les Soviétiques à l'époque des Soviétiques, et ne pas entendre ce que dit Poutine à l'époque poutinienne. Poutine a dit la chose suivante: si nous estimons, si notre territoire est en danger, si nous estimons que nous sommes en danger, nous pourrons utiliser l'arme tactique nucléaire. Or, je vous signale que pour lui, la Crimée et le Donbass et le Donetsk, ce sont des territoires soviétiques russes, désormais. Hein. Donc, si jamais des combats forts, si jamais une contre-offensive ukrainienne se fait et que les armées russes et leurs copains locaux du Donbass et du Donetsk reculent et reçoivent une tannée, et qu'éventuellement, en plus, ils pénètrent en plus dans cette offensive en Crimée, rien n'interdit de penser que Poutine, pour se sortir de ce guêpier, utilise une arme nucléaire tactique. Alors, il sait très bien que s'il le fait, il se remettra au banc de l'humanité, ça c'est clair, mais je ne suis pas sûr que dans sa folie, il n'est pas prêt à se mettre au banc de l'humanité, parce que de toute façon, il restera dans l'histoire. Hein, soyons clairs. Hitler est bien resté dans l'histoire, il restera dans l'histoire comme celui qui a franchi le pas du nucléaire, après les Américains, ne l'oublions pas quand même. Hein. Ensuite, alors, il peut y avoir, ça c'est un risque politique, il y a un autre risque politique, c'est un risque militaire, pardon, un autre risque politique est important. Il y a deux risques politiques, il y a d'abord un essoufflement de l'Occident. Ça commence déjà à monter, je dois dire que je suis assez content, dans une certaine mesure, de voir que, moi je pensais que ça allait s'écrouler beaucoup plus vite que ça. Là, je reconnais que la résilience occidentale est quand même bonne, les gens ne hurlent pas trop en disant on est trop les Ukrainiens, il y a quand même l'inflation, l'énergie, il y a des raisons de se dire, putain, s'il n'y avait pas cette guerre, on serait bien plus tranquille. Hein. Donc on va pas se sacrifier pour aider les Ukrainiens. Donc, mais il y a quand même ce risque, vous
savez bien qu'il y a les élections américaines qui arrivent l'an prochain. Les républicains sont beaucoup moins souteneurs que les démocrates. Bon, donc il y a vraiment un risque là de, je dirais, politique, d'essoufflement de l'opinion publique, des chefs d'État, y compris bien sûr de l'Europe, qui paye beaucoup dans cette conjoncture. Ça, ce sont des risques donc militaires. Il y a un autre risque aussi qui est un élargissement du conflit, soyons clairs. Hein, je veux dire, il y en a qui attendent que ça. Ça dépendra de la tournure des événements. Alors, l'élargissement du conflit, ça peut être évidemment l'Iran, ça peut être évidemment la Chine, ça peut être évidemment d'autres pays, mais qui sont moins d'importance, qui pourraient profiter de la situation, encore une fois, parce que s'il y a un front qui se fixe fort, avec des gros affrontements sur le théâtre ukrainien, encore une fois, les autres fronts, l'Occident ne pourra pas y faire face. Déjà que l'Occident je tiens que là, on est à l'os. Hein. Je ne parle pas des Français qui, de toute façon, l'armée n'existe presque plus depuis une vingtaine d'années. Je parle des Américains qui, eux, ont le plus grand budget américain, le plus grand budget qui a à lui seul le budget américain, je vous signale, c'est l'ensemble de tous les budgets du reste du monde, hein, le budget militaire. Donc, les Américains sont déjà à l'os. Hein, je veux dire, ils sont obligés ils prennent d'ailleurs des armements qu'ils avaient mis en Israël pour les livrer en Ukraine. Donc, parce que cette guerre consomme énormément de munitions, des obus, etc. Et donc, de fait, il y a un vrai problème militaire qui se pose là. Et donc, ça peut profiter à un élargissement parce qu'il y a il est clair que l'Iran a une dent contre nous, il est clair que la Chine nous aime beaucoup, tout ça fait que tout ça ce sont nos ennemis potentiels et que si jamais il y a une faiblesse occidentale qui apparaît trop forte, eh bien ça peut déclencher un conflit mondial dont le but principal sera de se débarrasser évidemment de la domination occidentale. Bon, là j'ai marqué un autre truc, j'arrive pas à me lire parce que... Ah oui, ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que malheureusement, l'Occident n'est pas très bien vu dans le monde. Soyons clairs, pour de multiples raisons qui n'ont pas forcément à voir avec la colonisation, etc., même si ça a joué. Mais il y a aussi un côté, je dirais, c'est intéressant à observer, à voir, bon, rapidement, en 30 secondes, parce que ça demanderait beaucoup d'être développé, c'est que la plupart de ces pays qui ont connu l'Occident, ou qui en tout cas qui ont fréquenté l'Occident, ou qui ont eu des rapports avec l'Occident, ont été toujours fascinés par la réussite occidentale et par la modernisation occidentale. Et la plupart d'entre eux ont essayé de la copier, mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas mis les ingrédients qu'il fallait, à savoir l'état de droit, la liberté, la circulation, etc., etc. Donc il y a par rapport à cet échec, qui est leur propre échec, et pas l'échec de l'Occident, une espèce disons, de ressentiment terrible. Pourquoi eux, ils ont réussi, ils n'ont pas réussi, ils ne se posant pas de questions eux-mêmes, et donc de l'envie, de la jalousie, ce qui fait qu'il y a une haine occidentale gigantesque qui existe dans le reste du monde, il faut se rendre compte, qui tient à notre réussite, tout simplement. Comme on est jaloux de Arnaud, qui est le premier milliardaire français, c'est exactement le même type de figure, de question, sauf que là, ce n'est pas des individus, ce sont des pays. Hein. Donc voilà, donc cette espèce alors il faudrait bien sûr creuser là-dessus, mais cette espèce d'anti-occidentalisme a beaucoup joué. Bon, alors, comment en sortir? Je m'arrête là parce qu'on va poser des questions. Maintenant, j'espère qu'il y aura plein de questions. Alors, je voudrais finir sur une petite touche d'espoir parce que quand même, il faut quand même pas désespérer du monde, si je puis dire. Quoique. Poutine, on lui doit un sacré chandelle, si je puis dire. Moi, je suis assez content finalement de cette guerre. Je pourrais vous dire que c'est cynique, mais quand même, il a réveillé l'Occident. Excusez-moi, qui était sacrément endormi, hein, qui enfin est en train de penser à se réarmer, hein, ce qui avait complètement été fini. Hein. Alors, malheureusement, c'est qu'on ne se réarme pas en 2 jours, hein, mais ça fait beaucoup de temps. Première chose, réveil de l'Occident, réveil de l'Europe, excusez-moi, qui se retrouve quand même ressoudée quand même formidablement comme elle l'a jamais été depuis un certain nombre d'années. Et en plus, les Anglais reviennent un peu parce qu'ils sont en première ligne. Ce sont de tous les Européens, parce que je les inclus encore, même s'ils sont sortis, je les inclus quand même dans l'Europe. De tous les Européens, c'est eux qui sont de très loin les plus fournisseurs d'armes et de conseils, etc. Donc tout ça est un très bon signe. Tout ça, c'est grâce au camarade Poutine. Le resserrement des liens transatlantiques est formidable. Je regardais, plus personne n'ose dire qu'on n'a pas besoin de la protection de l'OTAN, parce que si on n'a pas l'OTAN, on serait très mal, hein, soyons clairs. Donc tout ça, c'est un bon signe. Et voilà, donc on peut dire que
les Ukrainiens souffrent pour nous, je suis très cynique ce que je suis en train de dire, mais je pense que comme Poutine ne gagnera pas cette guerre, parce qu'il ne la gagnera certainement pas, je pense, en tout cas, pourquoi il ne doit pas la gagner? D'abord, je pense qu'il ne peut pas la gagner parce qu'il est déjà... Bon, moi, je suis ça très précisément, encore une fois, parce que je suis à la télévision presque 2 fois par semaine, donc je suis obligé, si je puis dire, de suivre l'actualité de façon excessivement précise et de voir un peu ce qui s'est dit. Donc on s'aperçoit aujourd'hui, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est qu'ils ont des vrais problèmes de recrutement, des problèmes d'armement, hein, parce qu'ils en ont usé énormément, ils ont sacrifié énormément d'armement, des problèmes d'hommes, ils en ont usé beaucoup, parce qu'il y a à peu près 150 000 à 200 000 morts du côté russe. Il y a des problèmes de commandement, enfin bon, ça commence à branler sacrément dans le manche, et à mon avis, Poutine doit avoir des soucis, il a quelques soucis à se faire. Donc, tout ça, c'est pas si mauvais que ça dans une certaine mesure, mais je pense qu'on sortira vrai. Si vous me dites comment on va en sortir, on va en parler. La seule façon de s'en sortir, c'est de se débarrasser de Poutine. Voilà. Je voudrais dire une chose, et je finirai là-dessus, c'est je pense que nous avons aujourd'hui le pire adversaire que nous avons depuis Hitler. J'en suis intimement convaincu, parce qu'il a des moyens, il a une puissance, même si elle est très déliquescente, j'entends bien, il a une volonté, il a une haine qui l'anime considérablement, qui est aussi une haine raciale quelque part d'ailleurs, parce qu'il pense que les Occidentaux sont des couilles molles, etc. Regardez, LGBT, tout ça, ils sont en train de se corrompre, tout ça c'est un truc qu'ils pensent, donc ce sont des sous-cultures, des choses comme ça. Hein, et donc tout ça l'anime beaucoup. Il est dans un vase clos. N'oublions pas que c'est un dictateur, donc il est dans un vase clos. Il a peu d'échanges. Les seuls échanges qu'il a, c'est avec des gens qui lui sont proches et qui lui tirent les pompes. Donc tout ça est excessivement mauvais. Et c'est pour ça que la seule façon de s'en sortir, c'est de se débarrasser de Poutine. Bah oui, mais... Merci. Je ne vais pas profiter de mon statut de modérateur pour poser la première question, parce qu'à l'IREF, on est pour la suppression du statut de fonctionnaire. Très bien, moi aussi. Je vais vous donner la parole, mais s'il vous plaît, dans l'ordre. J'ai vu le jeune d'abord, et puis... Les jeunes d'abord. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour la présentation et globalement, je partage. Tout d'abord, merci pour votre présentation et globalement, je partage totalement votre analyse et vos remarques. En revanche, j'aimerais avoir une petite précision par rapport au chiffre des 27 millions de morts russes pendant la Seconde Guerre mondiale. En réalité, même ce chiffre-là, c'est un mythe qui est entrepris par le Kremlin, puisqu'en fait, en réalité, la majorité des morts soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale venaient de minorités ethniques, et en l'occurrence, principalement des Bélarusses et des Ukrainiens. Donc déjà à l'époque, c'était un régime qui envoyait au front les minorités ethniques par pur racisme primaire et qui bien sûr ne touchait pas aux Russes. Oui, comme les Russes qui sont morts. Alors bien sûr, des Russes sont morts, mais en grande majorité... Oui, mais je suis d'accord avec vous, je ne veux pas vous contredire, hein, soyons clairs. Bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'en fait le mythe des Russes venus héroïquement libérer l'Europe du nazisme, en réalité c'est quelque chose qui est c'est un mythe. Déjà ils étaient envoyés de force et en plus... bien sûr ils étaient envoyés de force parce qu'il faut savoir, je fais une petite parenthèse, il faut savoir que les soldats... D'ailleurs je vous signale que l'armée de Wagner fait exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire que les soldats, il y avait derrière les lignes de front, derrière les soldats, il y avait le NKVD qui était là, et de toute façon le soldat n'avait pas le choix, soit il allait au casse-pipe, soit s'il se retournait, il était fusillé. Donc, et Wagner a fait exactement la même chose pour ses militaires, pour ses mercenaires qu'il avait engagés, et particulièrement pour ceux qui étaient échappés de prison, enfin qu'il avait pris en prison et qui pensaient qu'ils allaient pouvoir se tailler sans faire la guerre. Bon, donc ça c'est sûr. Donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas le choix. Bon, dans ces 27 millions de morts, il faut tenir compte du fait que le commandement soviétique était absolument nul, hein, et il n'avait pas peur de sacrifier des hommes. Mais ça c'est une marque de fabrique communiste, ça, parce que l'homme ne compte pas. L'homme ne compte pas. C'est un matériel humain. On l'a vu dans la guerre de Corée en Chine. Vous savez que la guerre de Corée en Chine, la guerre de Corée des années 50, de 50 à 53, il y a eu, je crois, je dis ça de mémoire, grosso modo, 50 000 morts américains, admettons, 90 000 morts, ou peut-être coréens, 600 000 morts chinois, hein, alors que les Chinois sont intervenus plus tard, parce qu'ils envoyaient par vague. Hein, par vague.
Wagner fait exactement la même chose, sauf que maintenant il a moins d'hommes, parce qu'il est parti à 50 000, il n'y en a plus que 30 000 maintenant. Non, il n'y en a plus que 20 000, pardon, parce qu'il en a perdu 30 000. Hein. Donc voilà, donc tout ça, c'est. N'oublions pas aussi une chose qui est terrible, c'est que beaucoup sont morts dans les camps prisonniers, parce que vous savez que ça, les gens le savent très peu. C'est que les prisonniers soviétiques étaient les seuls à ne pas recevoir de colis. Ce qui est une règle de la Croix-Rouge, ils ne recevaient pas de colis, madame. Je vous assure que je peux vous témoigner qu'ils ne recevaient pas de colis. Parce que Staline interdisait, parce que c'est des colis que les pays envoient à leurs prisonniers. La France envoyait des Français. Je ne dis pas des colis, mais à l'époque, il n'y avait pas de colis familiaux. Hein, je parle des colis que l'État envoie à ses prisonniers pour subvenir, pour lui envoyer du chocolat, etc. Ce sont les seuls militaires qui n'ont jamais reçu de colis, et aujourd'hui ça n'a jamais été reproduit jusqu'à présent, cette chose-là. Donc ils sont morts de faim. Il y a eu 2 millions de soldats russes qui sont morts de faim dans les camps nazis, dans les camps prisonniers, pas dans les camps de concentration, pas dans les camps d'extermination, dans les camps de prisonniers. Bon, donc ça fait partie aussi des morts, donc voilà, et puis tout ça, et puis bien sûr, bon, on va revenir à l'histoire. Après, madame. Merci, monsieur. Qu'est-ce qui vous donne à penser qu'on n'aura pas pire que Poutine Alors, je n'ai aucune raison de le penser, évidemment, sauf que la seule espoir que je me donne, si je puis dire, c'est que je pense que si Poutine disparaît, il y a la possibilité de rebattre les cartes. Je m'explique. Poutine est enfermé dans son histoire, d'accord? Lui-même. Je ne dis pas que ceux qui sont à côté de lui sont innocents, hein, j'entends bien, ils participent à cette fiction et l'entretiennent éventuellement. Hein. Bon, mais si Poutine disparaît, il y a un autre qui prendra, qui sera sans doute exactement du même tabac, ça j'entends bien, un peu même pire d'ailleurs, mais en tout cas, ça permettra, comme diraient les Chinois, à la Russie de ne pas perdre la face. Et donc, vous avez un nouveau dirigeant qui arrive, il dit, bon, bah alors, maintenant, on arrête, là, et on négocie. Oui, je n'ai pas parlé de négociation, c'est très important, il ne faut pas négliger ça, parce que négociation, tout le monde y pense, donc à un moment donné, il va y avoir des négociations. Le problème des négociations, c'est qu'il ne faut pas que les Ukrainiens se fassent savoir. Malheureusement, à mon avis, c'est eux qui risquent de perdre le plus. Bon, c'est autre chose, bon, j'y reviendrai. Donc, c'est ce que je pense, c'est-à-dire que, j'entends bien, alors, c'est un peu, si vous voulez... C'est un peu le cas d'Hitler, encore une fois je fais un parallèle. Hitler, vous savez bien qu'il y a eu un attentat, il y a eu des généraux qui ont décidé de liquider hein, en 1940, juillet 44, hein, juillet 44, voilà, merci, heureusement qu'il y a des gens qui ont la mémoire. Et donc l'idée c'était quand même en supprimant la tête, on pouvait éventuellement aller négocier avec les Occidentaux, hein, ce que Hitler ne voulait pas, puisque comme vous savez, Hitler à la fin de sa vie a dit le peuple allemand ne me mérite pas. Hein, c'est ça qu'il a dit, il ne me mérite pas. Eh ben, je pense que Poutine est dans la même ordre d'idée que si jamais il se trouvait dans une situation à la Hitler, ça n'arrivera jamais parce que personne n'ira assiéger Moscou aujourd'hui, ça j'en suis intimement convaincu, ça n'arrivera absolument pas, je suis prêt à parier tout ce que vous voulez. Hein, mais donc, s'il se trouvait éventuellement dans une situation comme ça, je pense qu'il aurait le même type de parole en disant finalement le peuple russe ne me mérite pas. J'aimerais juste compléter parce que tous les dictateurs font ça. Ils lancent cette rumeur, bah, après moi le déluge. Oui, bien sûr, je vois bien, bien sûr. En Roumanie, c'était Ceausescu, c'était pareil. Après moi le déluge, donc il vaut mieux quand même le dictateur, donc il veut le garder, que sinon après, on ne sait jamais. Hein, donc tous les dictateurs font ça. Madame. Oui, trois petites questions minuscules en une seule. Vous avez dit que dans les années 90, la Nouvelle-Russie a gardé les mêmes fonctionnaires qui forcément vont rester... Grosso modo les mêmes, pas toujours, mais il n'y a pas eu d'épuration. Est-ce que c'est universel ou est-ce que ça ne marchait que dans ce cas-là? Parce que j'ai lu un article il n'y a pas longtemps de Paul Bremer qui essaye de justifier son action de 2003, qui a dit on ne voulait surtout pas donner de pouvoir aux bassistes et donc il les a liquidés, ce qui lui a été reproché après et qui soi-disant aurait causé la suite. Deuxième question, vous avez parlé, alors c'est peut-être moi qui ai mal compris, que les Russes les Ukrainiens nous auraient protégés, qui les Russes ou nous autres Européens? Non, ils nous ont protégés par rapport aux ambitions poutiniennes. Ah d'accord. C'est ça que je veux dire. Dernière question, liquider Poutine très volontiers, mais comment? Je sais pas. Moi j'espère simplement que la CIA, le MI6, je sais pas, la Mossad, tous les services secrets du monde ont engagé les meilleures coutures à gage. J'en sais rien. Hein. Bon, en tout cas ils essaient. Bon, ils ont essayé de tuer Castro pendant un certain temps, ils n'ont pas réussi. Bon. Mais je dis, se débarrasser de Poutine, c'est pas vraiment qu'il meurt. Hein. D'abord, excusez-moi, Poutine peut être aussi victime interne, hein, parce qu'à un moment donné, il coûte cher aux oligarques, il coûte cher la Russie. Je veux dire, à un moment donné, les gens, surtout les oligarques qui perdent des milliards dans cette affaire-là, peuvent se dire,
ça suffit maintenant, il faut qu'on le liquide. Donc il peut tomber dans l'escalier, il peut avoir une crise cardiaque, j'en sais rien moi. Vous savez, il y a multiples façons de mourir, de disparaître. Hein monsieur, après, monsieur. J'ai pas répondu à d'autres questions sur. Excusez-moi, j'ai pas répondu à la question sur les fonctionnaires. Alors ça, je ne sais pas. Moi, je vois en tout cas ce qui s'est passé dans ces pays ex-communistes. Souvent, les fonctionnaires sont restés en place parce que il y a pas eu. C'est pas qu'il n'y a pas eu la volonté. Il y a eu une certaine volonté, mais il n'y a pas eu de volonté politique des gens sur place et surtout des Européens qui auraient pu pousser à ce nettoyage, si je puis dire, à cette épuration. N'hésitons pas à dire le mot, qui aurait été sans doute bienvenue. Et deuxième chose qui aurait été faite, parce que moi je l'ai oublié, c'était dans mon plan, c'est que, ça c'est quelque chose évidemment qui me poursuit beaucoup, moi personnellement, sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi et que je trouve que l'erreur est absolument gigantesque, et ça nous sommes excessivement coupables, c'est qu'il n'y a pas eu de jugement sur le communisme. Je ne dis pas un jugement de type Nuremberg, je ne dis pas parce que c'était quasiment impossible ça, dans le sens où vous n'aviez pas, les vrais responsables n'étaient pas là, je veux dire, Staline, Mao et les autres étaient morts, Lénine en premier, hein, celui qui a tout inventé. Bon, donc, je ne dis pas ça, mais en tout cas, une espèce de réflexion sur comment c'est arrivé, pourquoi, etc., quelle a été la possibilité, voilà, et comment s'en débarrasser. Si jamais ce jugement avait été fait, si jamais le communisme avait été frappé pas d'interdit, parce que je suis contre les interdits, mais en tout cas de blasphémer, en tout cas, on aurait reconnu la réalité de ce qu'était le communisme, évidemment, vous n'auriez pas eu ni Poutine et vous n'auriez plus la Chine communiste dans une certaine mesure, je ne plaisante pas. Hein. Donc, nous sommes responsables d'avoir laissé passer ça, ce moment historique qui aurait pu être fait. Alors je dois vous dire, je vais faire une deuxième autocritique, décidément ce soir je me bats, c'est pour ça que j'ai le Mao, oui. Je peux monter sur la table parce qu'on monte sur la table chez les Mao. J'ai très longtemps été contre l'idée d'un Nuremberg du communisme. D'abord, j'aime pas le mot, je vous le cache pas, parce que j'aime pas qu'on Nuremberg, c'est une nazie, pour moi c'est bon. Mais enfin, ça parle à tout le monde. Pourquoi j'étais contre? Parce que, encore une fois, premièrement, qui jugeait? Hein, parce que les vrais criminels, ceux qui ont eu du sang jusqu'aux oreilles, si je puis dire, qui avaient donné les ordres, ils étaient morts, hein, les Staline et autres. De quel droit juger? Alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé aussi, parce que si je pars du principe, et comme je pars du principe, c'est mon principe en tout cas, et je l'ai largement écrit dans tous les livres que j'ai faits, si je pars du principe que tout le monde entier est complice du communisme, je dis bien tout le monde entier est complice du communisme, soit complice véritablement actif, soit parce qu'ils n'ont pas voulu voir, parce qu'ils n'ont pas voulu entendre, parce qu'ils ont détourné le regard, etc., de ce crime gigantesque, c'est un crime gigantesque, hein, c'est le plus grand crime que l'humanité n'ait jamais subi jusqu'à maintenant, soyons clairs, hein. Donc si nous avons été tous complices, l'humanité, je parle pas des Français, comment voulez-vous qu'on trouve des juges, quelque part? Hein, je ne vous demande pas d'adhérer à ma pensée, mais c'est vrai que c'est une des raisons qui m'a fait toujours rejeter l'idée d'un Nuremberg du communisme. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est une erreur, que j'ai eu tort, que si jamais ce travail avait été fait, en tout cas de mémoire, ne serait-ce que de mémoire, sans parler de jugement, mais un jugement historique en tout cas, moral, un jugement moral. Si jamais ça avait été fait, je suis sûr que ça aurait changé complètement la phase de l'histoire. Et là, je pense que les Occidentaux, pour de multiples raisons, cupidité, complicité, mauvaise conscience, enfin, je peux vous en donner des dizaines comme ça, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas que ça se fasse. Et aujourd'hui encore, on ne veut pas que ça se fasse. Monsieur, et puis après monsieur, et puis après hein il y a un certain nombre de gens qui pensent aujourd'hui que l'extension de l'Union européenne aux anciens pays du pacte de Varsovie était une erreur parce que finalement une Europe plus resserrée aurait été beaucoup plus facile à gérer, ce qui est possible. Quel est votre avis justement par rapport à la situation actuelle? Replaçons-nous donc dans les années, fin des années 90 avec l'adhésion de la Pologne, de la République tchèque, etc. Et imaginons que tous ces pays n'auraient ni adhéré à l'Union européenne, donc certainement pas à l'OTAN. Est-ce que ça n'aurait pas donné à Poutine des velléités pour aller bien plus loin qu'il craint? Est-ce que c'est pas justement un frein absolument extraordinaire pour le ralentir et que c'était quelque chose qu'il fallait absolument faire? Absolument faire, et que nous avons même trop tardé sans doute à faire quelquefois. Voilà, parce que nous leur avons demandé souvent de faire leur état de conscience, qui est quand même incroyable, surtout vis-à-vis du nazisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens parce que j'ai travaillé sur le sujet. Donc pour pouvoir entrer dans l'Union européenne, il a fallu
fallu que beaucoup de pays, comme la Pologne, par exemple, comme vous savez, il y a eu à Auschwitz, c'était en Pologne, hein, et il y a eu aussi des pogroms, mais vous savez, en Pologne, il y a eu des pogroms évidemment en Ukraine, etc. Et dans les pays de Baltes aussi, ça a existé, tout ça. Il ne faut pas le nier. Donc ils ont demandé, comme preuve de leur comment dire, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas fait pour être clair, ce qu'on n'a pas fait pour le communisme, on l'a exigé des pays qui entraient dans l'Union européenne qu'ils fassent leur mea culpa par rapport à ce passé nazi. D'accord ? Alors c'était un passé dans lequel ils étaient occupés, etc. Hein, il y avait des circonstances, j'entends bien. Bon, donc ils sont passés sous le fourche codine morale de l'Occident. Hein, et ils ont accepté, et vous avez absolument raison, il fallait absolument élargir. Et d'ailleurs, une des solutions, excusez-moi, je vais rebondir sur votre question parce que ça va me permettre d'aborder la question de comment s'en sortir et comment les négociations futures. Les négociations futures, parce qu'il va y avoir négociations à un moment donné, ou alors on part dans une guerre de 30 ans. Hein. Je pense que personne n'est intérêt, et je ne pense pas qu'il y ait surtout les moyens d'une guerre de 30 ans. Il y a un monsieur qui lève, je finis mon... Monsieur, après, excusez-moi. Excusez-moi, je rassemble mes idées parce que tout d'un coup j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Ah oui, donc à un moment donné, voilà, ce que je pense, ce qui peut arriver, moi je l'ai dit à la télévision, hein, c'est pas un secret de polichinelle, ce qui peut arriver, c'est que à un moment donné quand même, il y a un cessez-le-feu. Pour l'instant, il n'en est absolument pas question parce qu'aucune des parties ne veut le cessez-le-feu. Poutine ne veut absolument pas. Il continue son histoire. Il pense qu'il peut continuer à gagner du terrain. Ça sera difficile. Et les Ukrainiens, évidemment, non, parce qu'ils ont quand même perdu 20% de leur territoire, hein, qui est occupé par les Russes. Donc, pour l'instant, on n'en parle pas. Mais à un moment donné, des pressions occidentales, des livraisons d'armes qui vont se faire de plus en plus rares. Vous savez, il y a d'énormes choses qui peuvent se passer. Hein, pas officiellement, j'entends bien, mais sous la table. Hein, qui obligerait les Ukrainiens à accepter quand même un cessez-le-feu, et puis du côté russe, par manque d'armement, hein, par faiblesse militaire, ils se disent on ne va pas pouvoir tenir très longtemps, et donc il va falloir aussi arrêter. Donc ce moment n'est pas encore arrivé, et peut-être qu'il n'arrivera peut-être pas cette année. Hein. Moi, je pense qu'on est parti sur un conflit qui va durer encore 2-3 ans, personnellement. Bon, mais en tout cas, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. En tout cas, commencer à négocier. Alors, sauf si, évidemment, les Ukrainiens libèrent leur territoire, etc. Mais là, moi, je ne crois pas à ça, parce que je pense que les Russes ont la capacité, en tout cas, de défendre ce qu'ils ont acquis en partie. Ils perdront peut-être un peu de Donbass, un peu de Donetsk, mais certainement pas la Crimée. Bon, donc, je pense qu'il peut y arriver, il y aura comme type de négociation les choses qui vont se passer ainsi. C'est une porte de sortie possible, c'est qu'on admet, on reconnaît la conquête des 20%, peut-être un peu moins, 15% de la Russie sur l'Ukraine, et en échange de quoi pour faire passer, donc ça serait une victoire militaire, si je puis dire, du côté russe, et en échange on fait une victoire politique du côté ukrainien, vous entrez dans l'Union européenne et vous entrez dans l'OTAN. Voilà. Là, éventuellement, ça peut se discuter, ça peut éventuellement... mais il faudra accélérer les choses, il faudra surtout convaincre les Européens, parce que pour l'instant, ils n'ont pas trop envie hein, parce qu'ils disent « Oh, c'est à long terme, à long terme ». Mais bon, vous savez, les paroles, si l'urgence se fait, si la nécessité du cessez-le-feu... Alors, il peut y avoir aussi une situation à la coréenne. Ils sont toujours en guerre, hein, je vous signale. Il y a un armistice avec une zone démilitarisée hein, qui sépare, voilà, et puis de temps en temps, boum, 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 ils s'abusent, voilà. En tout cas, ça ne sera jamais bon parce que ça restera un abcès de fixation. Là, le camarade Poutine nous a entraînés dans une situation assez pourrissante. Hein. En tout état de cause, ce n'est pas une bonne situation. Hein. Ça peut rester un abcès de fixation, donc éventuellement reprendre à chaque fois, etc. Des guérillas, des résistants ukrainiens qui vont saboter tel truc, et boum, on est reparti. Enfin bon, voilà. Monsieur, et puis non, monsieur d'abord, parce qu'il était tout à l'heure. J'ai beaucoup apprécié votre dernier avis sur le mea culpa qu'on devrait faire les communistes, et je dirais aussi les socialistes. Oui, parce que tous les grands massacres ont été causés par des gouvernements progressistes. 1915, les Arméniens. 1912, la guerre des Balkans. Je ne parle pas des massacres organisés par Staline en Russie. On ne mentionnera pas le Cambodge, la Chine, à la fin du 19e siècle. Non, c'est pas au sujet.
Oui. C'est tout ce laïus. Voilà. Donc maintenant, quelle est notre responsabilité? Est-ce que vous pensez que nous n'avons pas une responsabilité sur le conflit qu'il y a à l'heure actuelle? Est-ce que C'est-à-dire vous pensez que c'est uniquement Poutine qui est responsable? Parce qu'il y a quelques années, il y a une responsable politique qui m'a demandé si je voulais que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Et je lui ai répondu la chose suivante. Si vous êtes prête à envoyer vos enfants faire la guerre, oui. Alors, C'est-à-dire que automatiquement, la rentrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN entraînerait la guerre. On le savait délibérément. C'était le livre blanc de la Russie militaire. Il était hors de question pour eux d'avoir des armements juste devant, en Ukraine. Alors, je répète ma question. Ne pensez-vous pas que nous avons une responsabilité? D'autre part, je vais dire autre chose. Bref, La monnaie, question, s'il vous plaît. la monnaie, est-ce qu'on n'aurait pas déjà perdu par le fait qu'on a bloqué 330 milliards à la Russie, c'est-à-dire qu'on a remis en question le système monétaire international, et comme avait dit Staline, c'est par la monnaie que les Occidentaux seront détruits. Ah, sont détruits. Je ne sais pas si Staline a dit ça. Il n'a pas dit ça exactement comme ça. Je sais qu'il ne sait pas. Oui, la première question, excusez-moi, c'était... La responsabilité. La responsabilité occidentale. Ah oui, voilà, excusez-moi. Peut-être, je ne crois pas vraiment, je ne pense pas que je suis d'accord avec vous pour une raison simple, c'est que si vous avez un pays qui vote démocratiquement, d'accord? Vous êtes d'accord? Bon, non. Si ce pays... ah bon Moi, j'en veux pas d'Ukraine. Ah non, mais attendez, Attendez. Si vous avez un pays, si vous avez une population qui veut entrer, parce qu'ils ont voté pour des dirigeants qui veulent entrer dans l'Union européenne, dans l'OTAN, etc. Vous n'en voulez pas, mais si le peuple ukrainien le veut, vous n'y pouvez rien. Excusez-moi. Je ne suis pas obligé de les accepter, c'est un contrat. Attendez. Ah, vous avez... Il y a des peuples qui veulent être protégés, comme vous avez dit. Non, mais... On va prendre une autre question derrière. Bon. Et ben après, Jean-Philippe. Je suis parce que ça fait tout d'heure. Excusez-moi. Alors, oui. Merci. Bon. Déjà pour cette exposé très éclairant. Plus fort. Oui. J'ai pas de questions, mais je vais déjà commencer par une question sur la Crimée. Alors, il y a quelques années, donc, au moment de l'invasion de la Crimée, et aujourd'hui, l'invasion de l'Ukraine, il y a quand même une différence dans la réaction occidentale qui est spectaculaire. C'est vraiment le jour et la nuit. À cette époque, personne n'avait réagi. Et maintenant, il y a une réaction qui est massive. Oui, parce qu'on a changé de braquet, excusez-moi. Au départ, il y avait question que de la Crimée, éventuellement du Donbass, tandis que le 24 février 2022, c'est toute l'Ukraine qui devait être envahie. Donc c'est pour ça que ça a changé les choses. On n'est plus dans le même cas de figure, si je puis dire. D'ailleurs, ce cas de figure de 24 février 22 n'a été possible que parce qu'il y a eu précédemment l'Ukraine et le Donbass. Ça n'aurait pas donné à l'idée à Poutine, la Crimée, je veux dire, excusez-moi, et le Donbass, ça n'aurait pas donné à Poutine l'idée de se dire, bon, finalement, je peux aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez. Je voudrais simplement répondre au monsieur sur autre chose, sur le peuple. Voilà. Il se trouve que il y a un mois et demi, je me suis retrouvé sur un plateau de télévision, à France 24, et il était question de la Chine et de Taïwan. Il y avait en face de moi, et ça m'a beaucoup énervé, je ne vous cache pas, une Chinoise qui tenait comme discours que Taïwan appartient à la Chine et que ça ne se discute pas. Donc c'était un discours très Pékin. Et moi je lui ai répondu simplement, madame, et je me tenais sur cette position, si les Taïwanais, c'est-à-dire les concernés, pas Pékin, pas Taipei, le peuple taïwanais veut pas être intégré par la Chine, est-ce qu'il faut le faire quand même? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je retourne votre question. On ne va pas polémiquer, mais si vous avez un peuple qui décide d'adhérer... Alors vous voulez dire que
alors pour Taïwan, nous dirait on s'en fout que les Taïwanais veulent leur indépendance. Ce qu'il faut, c'est vas-y, parce que si Pékin ne veut pas de cette indépendance, il n'y a aucune raison qu'il l'accepte. Bah, c'est votre raisonnement. Si moi je veux pas de l'Ukraine en Europe, il n'y a aucune raison que ah bon, d'accord. Bon, j'ai pas compris. Bon, alors on passe à autre chose. Excusez-moi. Madame Jean-Philippe. Oui, alors, monsieur, bon, merci d'avoir eu votre discours et de votre débat. Il y a plusieurs choses qui me posent question. D'abord, effectivement, on est obligé de se projeter dans l'avenir, puisque votre sujet, le troisième phase de votre sujet, c'est la projection dans l'avenir. Donc, pour l'instant, on est dans la projection dans l'avenir. Premièrement, croyez-vous réellement que les Russes, notamment le Donbass, je ne parle pas de la Crimée parce qu'elle est déjà russe, ils ont mis des maisons superbes, des bords de mer, il y a tous les Russes qui ont envahi de la Crimée pour leurs vacances, ça c'est un autre problème. Croyez-vous réellement qu'on peut sortir de cette crise avec l'Ukraine et la Russie sans partition réellement du Donbass? La Crimée s'est perdue. Sans partition du Donbass, ça me paraît très difficile, puisque ce sont des russophones, puisque le mur s'est effondré en 1989. Donc ils sont russophones, donc je vois mal comment... Ils ont voté quand même pour l'indépendance, je signale. Ils ont voté pour l'indépendance, Si, très largement. Très largement, y compris la Crimée. Et également, il y a un point qui moi me paraît assez important que personne n'a soulevé, c'était le problème du rôle de la Turquie. Parce que Erdogan, au point de vue politique international, me paraissait assez bien. Il avait pas rompu entre la Russie et l'Ukraine. Évidemment, il y a le tremblement de terre. Pensez-vous que si on se projette sur des débats diplomatiques, qu'est-ce que la Turquie aurait un rôle déterminant? Alors, non, la Turquie est un rôle très important à jouer sans doute, mais malheureusement, Erdogan est une planche pourrie quelque part. Donc c'est ça le vrai problème. Et il n'y a plus qu'à espérer qu'aux élections qui vont avoir lieu le 24 mai, je crois que c'est le 24 mai, il parte, mais je crains malheureusement qu'il restera. Bon, donc... mais c'est vrai, alors, moi j'ai pas confiance en Erdogan, je vous cache pas, alors, la Turquie est très importante pour les Occidentaux, stratégiquement parlant, j'entends, à cause du fait que c'est un pays du Sud et qui permet justement d'avoir une... Enfin, c'était très important du temps de l'Union soviétique, hein. C'était en vérité une base militaire très très importante. Ça a un peu perdu de sa pertinence aujourd'hui parce que la Russie est moins, en tout cas fait un peu moins peur, et aujourd'hui encore un peu moins, puisqu'on voit quand même que l'armée russe n'est pas aussi forte qu'on le pensait. Hein. Donc la Turquie a quand même perdu un peu de temps. En plus, la Turquie, n'oubliez pas, moi ça me pose vraiment des problèmes. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être l'exclure? Je n'ai pas de solution, hein, mais bon, on peut se poser la question, parce que c'est eux qui bloquent l'entrée de la Suède, n'est-ce pas, vous savez, en Finlande, hein, à cause du fait qu'ils ont quelques réfugiés politiques turcs sur leur terre et que Ankara voudrait les récupérer. Hein. Bon, on sait qu'une partie quand même des armes peuvent passer éventuellement par la Turquie. Bon, ils respectent ils sont les gardiens de la mer Noire, hein, puisque vous savez tout doit passer par le détroit, et que c'est eux qui ont le droit du passage du détroit. Ça a été reconnu par des accords internationaux du début du siècle, de la fin de la Première Guerre mondiale. Hein. Donc tout ça, c'est un pays excessivement important. Mais c'est un pays tellement versatile, tellement, à cause de son dirigeant, j'entends bien, le peuple, encore une fois, je ne confonds jamais les dirigeants et les peuples, mais tellement, un peu planche pourrie que c'est vrai que ça pose des vrais problèmes. Or, il est important parce que c'est vrai que Erdogan, comme d'ailleurs Xi Jinping, dans une certaine mesure, sur deux registres totalement différents et selon deux intérêts différents, j'entends bien, pourrait éventuellement avoir une carte à jouer dans ce conflit, dans le cadre d'une négociation. J'entends bien. Alors je préférerais encore que ce soit Erdogan qui joue la carte que Xi Jinping, parce que Xi Jinping, alors lui, il veut notre peau. Hein. Erdogan, il ne veut pas forcément notre peau. Hein. Bon, voilà. Je n'ai pas répondu à votre question, mais c'est vrai que la Turquie, c'est un vrai point d'interrogation dans cette espèce de magma là. Voilà. Madame Jean-Philippe. Attends, il y a les... oui, Non, vous avez posé une question, désolé. Oui. Madame et Jean-Philippe. Oui, moi je voulais peut-être rappeler quelque chose dont on a finalement peu parlé, c'est le peuple russe. Le peuple russe, qui quand même pas mal de millions d'habitants, qu'il ne faut peut-être pas oublier, et que malgré une propagande qui doit être absolument effrayante et qu'on a sans peine à imaginer, donc qui est, je dirais, lavage de cerveau, est-ce que malgré tout, une des solutions, entre guillemets, pourrait venir quelque part une brèche qui s'insinuerait dans cette espèce de lavage de cerveau des Russes, avec une prise de conscience
que peut-être c'est assez et qu'ils ont suffisamment souffert, et même s'ils sont habitués, je dirais, entre guillemets, à une certaine souffrance très importante, est-ce qu'il n'y a pas un moment, peut-être quelque chose qui va craquer, soit du peuple russe, soit alors d'un oligarque qui va se dire, bon là maintenant, stop, ça suffit, et qui va à ce moment-là éventuellement assassiner Poutine, enfin hypothèse Non, d'accord. oui. Voilà. Non, mais Est-ce qu'il n'y a pas, je suis d'accord avec vous, en tout cas. Une sous-estimation. C'est très important ce que vous dites. Parce que je connais un peu la psychologie russe, c'est quand même des gens qui, comment dirais-je, peuvent avoir aussi des réactions extrêmement soudaines, violentes et pas toujours prévisibles. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Ils ont tellement eu l'habitude d'être dominés qu'ils ont du mal à leur réflexe de révolte est un peu annihilé, si je puis dire. Mais attendez, je vais aller dans votre sens. Parce que, pour deux raisons. D'abord, comme je vous le dis, je suis obligé de suivre vraiment attentivement la situation, y compris dans l'armée russe, qu'est-ce qui se fait dit. On s'aperçoit quand même de plus en plus que ça branle dans le manche dans l'armée russe. Déjà, il y en a qui veulent pas aller au casse-pipe, il y en a qui désertent, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas d'armement et qu'ils peuvent pas y aller comme ça, etc. Et alors, aujourd'hui, parce que ça s'est passé aujourd'hui, il y a une femme, une mère, qui est allée en Ukraine, enfin sur le front, pour réclamer qu'est-ce que tenait son fils. Mais c'est excessivement important ça, parce que enfin, c'est-à-dire que parce qu'il faut savoir, attendez, il faut savoir la chose suivante, parce que c'est des choses qu'on ignore, nous, parce qu'on s'en fout un peu d'ailleurs. Si on veut se renseigner, on le sait. Il faut savoir qu'il n'y a presque pas de corps qui sont rapatriés. Bon, il faut savoir d'abord qu'il y a grosso modo, selon les estimations, entre 150 000 et 180 000 soldats russes qui ont été tués, d'accord, ou mis hors de combat, ou en tout cas tués. Bon, très peu de ces corps sont rapatriés. Il y a des crématoriums sur place qui brûlent les corps. Il y a des ordres qui ont été donnés pour les corps qui éventuellement sont rapatriés, qui disent qu'on ne doit pas remettre plus de 2 corps par jour aux familles, aux gens qui réclament, donc pour ne pas avoir masse, si je puis dire, éventuellement une émeute en disant mais le corps de mon fils, etc. Bon, il faut savoir enfin aussi que une des raisons qui a fait que l'armée rouge est sortie de l'Afghanistan, ça a été justement les morts de l'armée russe, ces fameux cercueils de zinc qui étaient rapatriés. Donc le mouvement des mères de famille, le mouvement des épouses a quelque part eu une grande importance, outre le fait que sur le terrain il n'y arrivait pas à vaincre, mais il y a une grande importance sur c'est comme un peu que par rapport au Vietnam, l'Amérique, si je puis dire, une importance sur le moral des troupes, de la population. Et donc moi, je n'ai pas arrêté de dire depuis le début de cette guerre, lorsqu'on me demande mon opinion, je pense qu'effectivement à un moment donné, il y aura peut-être tellement de morts que les mères, les épouses sont dire ça va suffire quoi. Alors pour l'instant, il a réussi à bien instrumentaliser les choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a exactement 1 mois et demi, 2 mois, il avait réuni des mères de famille en disant je suis avec vous, oui. Alors elle disait oui, j'ai perdu mon enfant, mais c'est pour le bien de la patrie, etc. Bon, ce discours, bien organisé, bon, bref. Donc, mais il ne faut pas désespérer de ça. Et c'est vrai que vous avez raison. D'abord, moi, je n'espère jamais des peuples, par principe. Mais je pense que cette souffrance extrême, parce que perdre son enfant, perdre son mari... et les raptes d'enfants aussi. Oui, bien sûr, je vais en parler. Il y a 16 000 enfants dont on sait... Oui, bien sûr. Mais non, alors, Poutine reproduit tous les schémas soviétiques. Infiltration, déportation, parce qu'on n'en parle pas, je peux parler des déportations d'enfants, mais les déportations d'Ukrainiens, je veux dire, qui partent en nuit et brouillard, si je puis dire. Alors j'entends bien, ils ne vont pas aller dans un camp de concentration et éventuellement liquider. Non, ça n'y arrivera pas. Mais enfin, ils disparaissent. C'est exactement ce que faisait Staline dans les armées rouges, je veux dire. Et déportation d'enfants. Aujourd'hui, il y a à peu près 16 000 enfants qui ont été prises dans les familles comme ça et qui ont été adoptés, je mets entre guillemets, par des familles russes. Bon, tout ça, c'est les camps de filtration avec des tortures, etc. existent. Bon, donc voilà. Donc, c'est vrai que je ne désespère pas du peuple russe. Malheureusement, les services de renseignement, des organes de répression sont très forts, sont très très forts, très bien organisés. Et puis il y a une habitude de servitude. Ils en ont pris tellement sur le coin de la figure que, je veux dire, c'est difficile de relever la tête. Suivez les publications de l'IRF, les prochains jours, nous allons publier des chiffres des statistiques officielles russes qui sont catastrophiques sur l'économie, le taux de mortalité, la démographie dans les prochains jours. Ils ne sont plus en ligne sur le site russe. Jean-Philippe. Merci, cher Thierry, pour toutes ces informations et cet exposé. Moi, j'ai une question sur, finalement, et après la guerre, et après Poutine. Alors, on a dit, par qui sera-t-il remplacé?
Mais ma question est, sur une vision plus long terme, est-ce que vous pensez que le pays, Russie, l'empire russe, est capable de rejoindre, non pas forcément l'Europe comme l'Union européenne, mais de rejoindre l'esprit européen, ou est-ce qu'il sera définitivement, en tout cas pendant un temps long, pendant quelques générations encore, une sorte d'esprit rebelle à l'Europe, De glacis. de glacis, se voulant impérial, mais un empire bancal. N'ayant pas les Il l'a moyens, toujours n'ayant plus été. beaucoup de moyens. Ouais. Il l'a toujours été. Et je crois que là est une question importante parce que l'analyse qu'on fera à cet égard dépendra la négociation qu'on pourra faire avec eux. Oui, mais vous avez raison, moi j'ai pas de réponse à ça. Franchement, je crains malheureusement que l'hypothèse d'une Russie en voie de démocratisation est pour l'instant très problématique. Et il reste quand même une hypothèse assez... je ne crois pas vraiment à ça. Je pense beaucoup plus à un repliement de la Russie sur elle-même, un espèce de condominium qui se mettrait en place entre la Russie et la Chine, parce qu'ils sont assez complémentaires pour plein de choses. Matière première d'un côté, main-d'œuvre de l'autre, etc. Vous savez que la Russie est dans une catastrophe démographique gigantesque. Hein. Donc, ça fera partie des... Bon, ça va vraiment très très mal. Tout ça, il peut y avoir une espèce de gros nuages noirs qui s'accumulent, hein, qui sera un danger pour tout le monde. Ce sera un danger pour l'Europe dans ce cas. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut se réarmer très vite. Je veux dire, il faut mettre les bouchées doubles. Alors ça commence à arriver quand même. Enfin bon. Hein. Enfin, le problème c'est qu'on est dans une situation économique qui n'est pas très bonne non plus. Alors donc on n'a pas beaucoup les moyens. Une question. Oui. Il y a encore une question. Pour la monnaie. Qui n'a pas posé de question. Monsieur là, il n'a pas posé de question. Ma question est simple parce que personne ne l'a posée. Peter Brodke, qui est un économiste américain, qui est le chef des économistes là-bas, je discutais gentiment avec lui, mais il y a longtemps, hein, très très longtemps. Et mais on a fait, nous Américains, une très grosse faute, c'est de désarmer le plus faible, c'est-à-dire l'Ukraine, et de renforcer celui qui était plus fort. Oui, bien sûr, parce que vous avez... Et qui a fait ça? Ah bah c'est à l'époque de la chute du communisme. Oui. Donc il y a eu un accord. Justement, attendez, c'est pour ça que Poutine est en violation totale du droit international. C'est pour ça que la réaction est aussi gigantesque. Si on permet ce viol du droit international, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités. L'accord qui a été signé en 91 par les Soviétiques, par les Russes, pour Helsinki, par les Américains, et il y avait les Anglais, les trois, était la chose suivante, que l'Ukraine rende les ogives nucléaires qu'elle a sur son territoire, d'accord, à la Russie, d'accord, et qu'en échange, la Russie reconnaisse l'inviolabilité des frontières ukrainiennes. L'inviolabilité des frontières ukrainiennes, d'accord. Hein, alors, les ogives, ils n'en ont plus, par contre, l'inviolabilité des frontières ukrainiennes, on voit ce que ça donne. Hein. Donc voilà, c'est une vraie faute, Alors je dis pas, il aurait fallu les détruire en vérité. Quel était le président à ce moment-là? Attendez, 91, ça devait être encore Bush, à mon avis, c'était encore Bush père. C'est en 94. Parce qu'après c'est Clinton, ça c'était Clinton. Mémorandum de Budapest, 94. 94, excusez-moi. Donc c'est Clinton. Non mais Clinton, il a fait pas mal. Bon. Encore une question, quelqu'un qui n'a pas posé de question. Non, vous avez posé une question. Monsieur. J'ai une question, en fait, c'est sur Excusez-moi. c'est l'importance des minorités russes ou russophones dans le reste de l'Empire. Parce que si on le regarde bien, il y a les rives, on a parlé assez souvent dans les pays baltes, comme dans les Lettonie par exemple. Il y a la même réalité dans tous les stands, c'est tous pareil. Dans tous les stands. Afghanistan, D'accord. Est-ce que c'est pas ça qui va, sur le fond, maintenir la pression militaire russe? C'est-à-dire, excusez-moi, pour les conserver. Pour protéger leurs ressortissants, vous voulez dire? Ça sera le discours. L'argument.
ça se peut, ça je le vois. Oui, bien sûr, ça se peut, oui, bien sûr. Ils ne suivent pas nécessairement. Hein. Je connais bien le Kazakhstan. Oui, d'ailleurs, il vient prendre des positions où c'est un autre, je sais pas, un autre stand, je dis, c'est vrai que c'est compliqué, quelquefois on se mélange un peu. Il y en a un qui vient prendre une position qui a. Pas anti-Poutine, mais pas suivre, condamner l'invasion, pas condamner la situation. Hein, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Et ils se sont abstenus. Ils sont abstenus. Il n'y a que la Biélorussie alors qu'il a est complètement inféodé. Une dernière question. Oui, il a déjà posé des questions. Qui n'a pas posé de question, madame? Vous pouvez parler des relations sino-russes. Ah, vous avez raison, parce que c'est très important. Je vais essayer d'être rapide, mais parce que... Ouais. Alors, dans cette affaire, ce que je pense, c'est que, contrairement à certains éditorialistes, je pense à, par exemple, pourtant je l'aime beaucoup, Sylvie Kaufmann a fait un édito de politique internationale hier, dans Le Monde, et c'est pourtant une très très fine analyste, elle dit que la Chine n'a pas intérêt à vraiment soutenir la Russie, parce que ça ne va pas dans son intérêt. Dans une certaine mesure, elle a raison, mais je pense que c'est assez minoritaire, mais moi je pense le contraire. Voilà. Ma pensée est la suivante, c'est que, sur le plan, je dirais, géopolitique, cette guerre est utile à la Chine pour plusieurs raisons. Ça affaiblit l'Occident d'une certaine mesure, puisque l'Occident est obligé de fournir des armes qui ne seront pas disponibles éventuellement pour d'autres combats. Première chose, c'est à faire la satisfaction, ce qui permet quand même à la Chine d'être un peu plus libre, et de ne pas s'apercevoir qu'elle a perdu 5, 6, 10 millions peut-être par le Covid. On n'entend plus parler, parce que vous croyez bien que les Chinois sont morts aussi du Covid. Bon, et certainement en très grand nombre. Bon, etc. Et ça permet aussi éventuellement la Russie de revenir sur la scène internationale, pas forcément pour le conflit, pour se montrer à nouveau on est là, et la preuve d'ailleurs c'est que la plupart des cupides capitalistes habituels sont déjà en train de faire la queue à Pékin pour à nouveau donner à ce régime, parce que c'est grâce en grande partie à ce commerce-là que le régime tient. Donc en tout cas, l'abcès de fixation, ça les sert. Ça les sert aussi pour voir la réaction des Occidentaux. Ils ont été surpris d'ailleurs, incontestablement. Et justement, la réaction occidentale par rapport à la défense de l'Ukraine a sans doute été un avertissement pour Pékin, incontestablement, en disant « Ah, si vous allez en Taïwan, vous voyez ce qui vous attend. Hein ». Bon, donc ça les sert aussi pour une autre raison économique, parce que tout l'embargo qui a été décidé par les Occidentaux, le pétrole, etc., le gaz, c'est eux qui se le récupèrent à un prix très très bas. Donc, et vous savez que le talon d'Achille, le vrai talon d'Achille de la Chine, c'est les matières premières. Elle en a très pas beaucoup, et donc ça c'est du pain béni. Parce que si jamais il y a un conflit, ces matières premières russes peuvent être excessivement utiles pour son armée et pour l'économie d'une façon générale, alors que s'il n'y avait pas ça, il dépendrait de ces lignes maritimes, et vous savez très bien que les lignes maritimes, il n'y a rien de plus fragile en termes de guerre. Je veux dire, vous descendez un tanker, c'est facile, n'importe quel sous-marin peut le faire. Bon, donc, ça sert à tout ça. Donc, je pense que dans ce conflit-là, il se trouve qu'il y a 2 jours, j'étais avec une sinologue que j'aime énormément, qui est à mon avis une des meilleures, elle est jeune, elle a 35 ans peut-être, et je parlais avec elle justement de la Russie, et elle m'a dit un truc qui m'a fait plaisir, si je puis dire, parce qu'elle est une vraie observatrice. Moi je passe pas ma vie, elle parle le chinois, elle est chinois, elle est dans un think tank européen officiel qui ne travaille que sur la Chine, donc je veux dire, elle est hyper informée. Moi je ne suis rien à côté. Bon. Et une de ses réflexions a été ce que je pense fondamentalement. Elle dit on aurait tort de penser que les liens entre Pékin et Moscou sont faibles. Ils sont excessivement forts, parce que d'abord c'est la même culture, communiste j'entends, pas la même culture évidemment, ça n'a rien à voir avec les Chinois, c'est la même culture politique, qu'ils ont des intérêts communs très forts, ils ont la même haine de l'Occident pour des raisons peut-être différentes, mais en tout cas de revanche d'Occident. Poutine par rapport à la chute du communisme, les Chinois, leur discours sur la guerre de l'opium, etc., etc. Bon, bref. Donc, il y a des liens très forts. Parce que, encore une fois, les Occidentaux ont la spécialité de ne pas écouter ce que disent les autres, et particulièrement lorsque ce ne sont pas des démocrates. Qu'est-ce qu'a dit Xi Jinping? Il a dit les liens avec la Russie sont indéfectibles. Indéfectibles, il a dit. Il a dit le 4 février. Hein? Il l'a dit le 4 février, mais il ne l'a pas redit.
Oui, ah si, il l'a redit dans un... bon, ça suffit de le dire une fois, vous savez, hein, pas besoin de... Ouais. Non, ils ont rappelé des liens d'amitié, encore une fois, au G20, je vous signale, ils se sont... Hein, bon, vous êtes... Bon, moi, en tout cas, je pense qu'ils sont très forts. Et je pense qu'il y aurait une illusion de penser que ces pays sont éventuellement possibles... Alors, il faut toujours séparer les pays, j'entends bien. Hein, bon. Ils veulent bouffer l'Asie centrale, les Chinois. Non, Pour pas bouffer l'Asie centrale, il faut que les Russes s'affaiblissent. Mais comme c'est des cocos, j'aime beaucoup ce que vous avez dit par ailleurs, mais je ne crois pas à ça qu'ils veulent. Ils n'ont pas forcément. Non, ça c'est une théorie évidemment. Je la connais cette théorie qu'ils veulent bouffer l'Asie centrale. Pourquoi ils ont fait la liaison Kashgar-Pakistan? C'est la route de la soie, mais pas uniquement. La route de la soie pour vendre de la soie, bien sûr. Non, mais non, ça va bien. Mais la route de la soie, c'est la Chine. Déjà avec la Russie, on a du mal. La route de la soie, c'est évidemment. Alors je termine sur ce que je voulais dire sur la Chine. Non. Ça s'appelle la ceinture et la boîte. Oui, j'entends bien. Parce que bon, mais c'est évidemment, c'est pour faire rayonner la Chine, j'entends bien. Alors dernier élément, c'est si jamais, et malheureusement, on s'y approche, et je pense que notre président Macron, qui est un grand stratège, chacun sait, vu toutes les bêtises qu'il a pu dire, parce qu'il a accumulé depuis un an, il a accumulé un sacré nombre de bêtises. Hein. Donc notre président Macron va aller en Chine au début du mois d'avril, parce qu'il pense évidemment qu'on peut éventuellement s'appuyer sur la Pax China, hein, pour éventuellement essayer de trouver une solution. C'est dans son idée, il l'a dit. Hein. Bon, donc les Chinois n'attendent que ça, S'ils pouvaient être les juges de paix, mais c'est formidable pour eux. C'est formidable parce que la Chine a deux objectifs, pour l'instant. En tout cas, les deux principaux objectifs, c'est récupérer Taïwan, ils l'ont dit, ils le feront, je ne sais pas de quelle manière, mais ils le feront inéluctablement. Hein. Deuxième objectif, c'est d'imposer ces règles du jeu, chasser les Occidentaux, en tout cas, soit être co-gérant, mais plus exactement gérant tout seul, avec un nouvel ordre mondial qui serait un ordre de type chinois, compte tenu de, comme la Chine opprime son peuple, vous y voyez quel genre d'ordre ça peut être. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, si jamais cette guerre en Ukraine, et si jamais les Occidentaux, par faiblesse, par bêtise, par aveuglement, par naïveté, par tout ce que vous voulez, hein, genre Macron, vont à Pékin pour dire, eh ben, on va appuyer votre point, votre plan en 12 points. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est du pipeau, hein. C'est des grands principes, tout le monde est d'accord, hein, sur le plan de chinois. Mais derrière, il y a une intention éventuelle, bien sûr, d'être comme Erdogan d'ailleurs, mais Erdogan est beaucoup moins retors et beaucoup moins puissant surtout que la Chine. Ça serait introduire, c'est pour ça que cette guerre sert aussi les intérêts chinois, parce que la Chine a une carte à jouer là, de mettre son pied dans l'ordre du monde et de se dire, bah, vous voyez, grâce à moi, un nouvel ordre est né, et là, les Africains, les machins, tout ça, pas l'Asie, parce qu'ils connaissent les Chinois, mais en tout cas, tous les pays africains et une partie des pays d'Amérique latine diraient, ah oui, enfin, on est débarrassé du joug occidental, et on rentre dans une nouvelle ère. C'est à craindre. Bon, c'est pas tout de suite, hein, quand même. Enfin, bon. Deuxième question. Il a déjà beaucoup. Je suis un délateur. C'est ça. Je pose des questions sur les sanctions occidentales. Parce que d'une part, je constate de mon point de vue une efficacité qui n'est pas flagrante de ces sanctions. D'autre part, je trouve que, à mon sens, il y a trois défauts majeurs dans ces sanctions. D'une part, elles nous nuisent à nous-mêmes, puisque on perd des marchés, on met en risque nos approvisionnements en gaz. Deuxièmement, elles nuisent à la population russe, qui subit les sanctions économiques de plein fouet, pour une guerre qui a été décidée par un seul homme. Et troisièmement, elles ne nuisent pas, ou pas de façon flagrante, aux oligarques et à Poutine, puisque ce ne sont pas les oligarques qui... Si, ils ont perdu quand même beaucoup d'argent, ils ont perdu beaucoup d'argent quand même, parce que, surtout dans les problèmes de pétrole, de gaz, etc. Je veux dire... Elle ne souffre pas des pénuries, de la... Ça commence. Oui, non, de toute façon, je veux dire, excusez-moi monsieur, les sanctions, c'est pas, je comprends votre point, je vois ce que vous voulez dire. Je comprends que ça a pour objectif de couper le financement de la guerre. Je constate que la guerre, un an après les sanctions, elle continue. Oui, mais ça, oui. Pas de
Mais parce que la Russie a des ressorts, hein, c'est pas n'importe quel pays, c'est pas, la Russie c'est pas le Zimbabwe, hein, je veux dire, excusez-moi de vous le dire, c'est un pays immense, avec des richesses immenses, avec des relations, etc. Donc tout ça fait que alors ces sanctions ne sont pas inefficaces, je pense, on verra bien. Laissons faire un peu le temps. Moi j'ai pas mal discuté avec des gens qui sont en disant pas responsables des sanctions, mais qui les appliquent et qui les surveillent, qui les voilà, elles sont assez fortes quand même pour les Russes, pardon. Catastrophique. Oui, elles sont même parce que on ne sait pas. Je suis content des chiffres que vous allez. Oui. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que une des raisons aussi pour lesquelles les Russes ont des problèmes d'armement, c'est aussi une raison des sanctions. Je parle des armements sophistiqués, ultra sophistiqués, ceux qu'on besoin des puces électroniques, etc. Parce que là, ils n'ont plus rien. Hein, ils ne reçoivent plus rien de l'étranger, donc ils ont des vrais problèmes. Ils ont des stocks, j'entends bien, ils en ont construit, ils ont aussi des stocks de puces électroniques, etc. Mais ils ont plus toute cette technologie qui est soit américaine, soit chinoise, mais de Taïwan. Hein, ça leur pose vraiment des vrais problèmes au niveau de leur armement. Et une des faiblesses de cet armement aujourd'hui, il vient aussi de là. Voilà. Donc, ne désespérons pas, les sanctions, elles vont être efficaces. Alors évidemment, on en paye aussi, je comprends bien ça. Madame. On va finir. Oui, ça surgit de tout ce que j'ai entendu. Il n'y a toujours pas de frontière ouest donnée pour cette Russie. Et en même temps, quand les Européens, enfin les Occidentaux parlent de la Russie, ils pensent Russie blanche, Russie, Moscou, Saint-Pétersbourg. Oui, ils ne voient pas les 9 autres fuseaux horaires. Et ce peuple n'est pas européen. Non. Asiatique. Ah, mais attendez, ça c'est Général de Gaulle qui croyait que c'est Général de Gaulle qui a dit l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Alors il s'arrête à l'Oural parce que c'est derrière. Ma question c'était quand vous avez tout à l'heure parlé des négociations éventuelles, en laissant entendre que vous laisseriez peut-être la Crimée. Moi j'ai une autre idée, ça serait de couper au cordeau. On reprend le prix d'État balte là. Qu'est-ce que vous venez faire dans les États baltes? Ça, oui, dans le Kaliningrad, là, vous voulez pas le couloir qu'ils ont, la Kaliningrad? Oui, le couloir qu'ils ont, oui. Non, mais enfin, c'est très utile pour eux. Justement, vous voulez la Crimée, bon ben nous on prend ça. Enfin, il faudrait... Ah ben ça peut être un deal aussi, ça peut faire partie. Et puis surtout, des frontières à l'ouest déterminées, fixes, et on n'y revient plus. Ça, vous savez, les accords d'Helsinki 75 étaient en partie ça, je veux dire, au grand avantage des soviétiques. Ils se sont battus, donc c'était remis en cause. Non, oui, ils se sont battus, ça s'est effondré plutôt. Enfin, bon. On va s'arrêter là parce que sinon, merci à tout le monde. Désolé. Faut lire ces livres.